Excuse pour cette émission qui commence avec beaucoup de minutes de retard. Nous sommes en direct sur STV. Cette hebdo-édition du dimanche 12 juin 2022. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur Spectrum Télévision. Sénat et Assemblée nationale. Les parlementaires ont repris le chemin de l'hémicycle cette semaine où ils entament la session parlementaire de juin. Une session qui s'ouvre sur de nombreuses crises, inflation des prix de certains produits, casse de Dicolo, affaire Glencore et j'en passe. Que peut-on attendre de cette session? C'est le sujet d'entrée commun à tous les panélistes. Et puis match Cameroun-Burundi. Le président de la FECAFOOT a tenu un discours très offensif dans les vestiaires des Lions indomptables. Après leur victoire 1-0 contre le Burundi, Samuel Eto'o reproche aux joueurs leur manque d'envie. À 6 mois du début de la Coupe du Monde, une compétition dans laquelle le Cameroun se retrouve dans le groupe H avec la Serbie, la Suisse et le Brésil. Cependant, le discours tenu par Samuel Eto'o ne plaît pas à tous. Certains l'accusent d'ailleurs de se substituer au coach Rigobert Song et d'être omniprésent. Et pour sortir de l'émission, on reparlera de la justice camerounaise, le prétexte, les correspondances qui ont circulé ces derniers jours dans l'espace public mettant en rapport des fonctionnaires des impôts dans un cas et le directeur général du port autonome de Douala dans l'autre cas. On interroge donc avec les panélistes l'indépendance de la justice au Cameroun. On parle de tous ces sujets avec sur le plateau Sam Séverin Ango. Il est le président du parti politique La Nationale. Bonjour Monsieur Ango et merci d'être avec nous ce dimanche. Merci, bonjour à vous Léla et je suis heureux de revenir sur ce plateau de STV. Alors La Nationale, parti politique créé en 1996 par Abel Eyinga. Vous dirigez justement le bureau transitoire chargé de préparer le congrès de ce parti. Qu'est-ce qui vous a incité et décidé à quitter le navire MRC pour rejoindre ce parti que vous dirigez désormais? Bon, disons que l'aventure avec le MRC, elle était déjà quasiment terminée depuis le temps où j'avais choisi de revenir un tout petit peu dans l'arène de la communication ici à Douala, en charge d'un projet média auprès de Monsieur Serge Espoir Matomba. Donc pour moi, avec la belle expérience, la somme d'expérience que j'ai engrangée depuis l'année 2018 avec l'élection présidentielle, jusqu'à mon adhésion donc au MRC, comme vous l'avez si bien rappelé, et le projet des élections législatives et municipales qui n'a malheureusement pas abouti, il y avait donc, comme chez nous autres, une volonté viscérale quand même d'aller porter une véritable ambition aujourd'hui. Et à l'orée quand même de grands changements qui s'annoncent aujourd'hui dans notre pays, il était bon qu'on puisse quand même réfléchir à rentrer dans une équipe. Vous voyez, vous savez, même dans le journalisme, on dit généralement, on est journaliste quand on réussit à s'insérer dans une rédaction. De la même manière, mutatis mutandis, on est politicien lorsqu'on parvient à s'insérer dans une équipe politique. Bon, n'ayant pas été suffisamment, on va le dire, magnifié dans mon rôle au sein de la formation politique que vous avez évoquée tout à l'heure, il m'a donc été possible aujourd'hui d'imaginer une autre formule. Et la formule toute simple était de dire, si jusqu'ici, la région du Sud et également les régions du Centre, de l'Est, pour ne parler que d'elles, n'ont pas souvent bénéficié quand même d'une véritable présence sur la scène politique à travers un parti politique qui leur est propre, ayant un siège dans cette ère géographique-là. Nous nous sommes assis, on a réfléchi, moi et un ensemble de camarades sur place. Ce que vous dites, c'est que La Nationale, c'est un parti propre à la région du Sud. Tout à fait. La Nationale a son siège à Ebolova. Donc, suivant l'acte de légalisation signé en 1996, le 26 janvier, par le ministre de l'époque de l'administration territoriale, M. Gilbert Anzetungé. Donc la nationale, émanation donc du fondateur Abel Eyinga, le docteur Abel Eyinga, de très solide réputation, dont vous savez qu'il a été parmi les pères fondateurs du Cameroun, à l'époque donc de la trame de Oumniobé, de Moumié, vraiment de l'UPC originel, parce qu'il était fondamentalement nationaliste, donc un peu souverainiste, qui défend les intérêts propres d'abord du Cameroun. Il en avait souffert beaucoup, parce que déjà en 1970, il a été un des rares Camerounais courageux à se déclarer candidat à l'élection présidentielle contre le président Ahidjo de l'époque. Donc Abel Eyinga, vraiment, c'est du très très haut niveau et nous avons été heureux, nous autres, de savoir qu'il était ressortissant de la région du Sud. Un parti propre à la région du Sud, mais est-ce que c'est un parti
régionaliste. Est-ce que ça ne fait pas de votre parti un parti régionaliste? Non, 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 ça c'est une idée reçue. Mais aujourd'hui, il faut bien qu'on se convienne de ce qu'il n'est pas interdit à l'UDC de revendiquer son appartenance au MOUN, ou bien à l'UNDP de Bello Bouba ou le FSNC de M. Issa Chiroma d'être présentés comme des partis qui sont normalement attachés au Grand Nord. Tout autant que le PCRN aujourd'hui qui est davantage ancré dans l'Union et qu'elle est. Donc on ne viendra pas faire le procès à la nationale de se revendiquer comme ayant pour fief les régions du centre et du sud. Donc ça ne fait pas de nous un parti viscéralement régional, c'est d'autant plus que le parti s'appelle la nationale. Donc nous défendons les peuples. Est-ce que son nom uniquement suffit à défendre les intérêts de la nation? Oui, nous défendons dans le projet, dans l'idéologie globale, parce que nous sommes une formation politique qui veut aller prôner le fédéralisme, un fédéralisme de type républicain ou bien de type concurrentiel, qui donne vraiment une part importante à l'autonomisation des régions, dans toutes les régions en réalité. C'est-à-dire que nous allons dévoiler ce projet-là assez brièvement au cours de prochains mois. Donc aujourd'hui, la nationale a donc connu sa rentrée politique en début du mois de mars dernier, avec un ensemble de dispositions que nous avons voulu prendre au plan légal pour respecter la loi, parce que nous sommes républicains, mais le parti n'avait jamais été dissous auparavant. Il était juste en hibernation du fait de la disparition en 2014 de son illustre fondateur. Et aujourd'hui, nous sommes de plus en plus nombreux à engranger des adhésions de façon massive. Vous parlez d'hibernation. Quels sont les actes que vous avez posés? Vous êtes à la tête de ce parti politique depuis le 7 mars 2022, si j'ai bonne mémoire. Tout à fait, oui. Alors, quels sont les actes que vous avez posés jusqu'ici et que vous comptez poser dans le futur pour redonner vie à ce parti politique? Oui. Jusqu'ici, d'abord, nous nous attachons, nous nous employons à faire ce qu'on appelle de l'implantation. On essaie véritablement de réveiller la formation politique pour qu'elle puisse rentrer dans la mémoire collective de ceux qui l'ont connue. Nous sommes d'abord allés en direction, j'allais dire, de la famille nucléaire du fondateur. Nous sommes allés dans son village natal, à Ondondongoy, c'est à quelques 80 km sur la route d'Mvangane, une route parmi les plus enclavées au monde, parce que nous ambitionnons de lui ériger une véritable stèle à sa dimension. Autre action importante, nous nous sommes donc rapprochés de ses anciens compagnons de route, les dépositaires testamentaires de sa succession, qui sont M. François Zobo Kane, mais également M. Patrice Meto B, qui ont marché avec lui, qui détiennent toute la documentation, et un dernier qu'on venait de rencontrer, M. Obam Benjamin. Vraiment. Ce sont là les gens qui sont, on va dire, les derniers vestiges de cette formation politique qui nous ont donc permis de mettre en route ce plan-là. Et nous sommes en plein recrutement. Tous les jours, on fait des désignations de représentants sur le plan national, dans les régions, dans les arrondissements, et depuis quelque temps au niveau de l'étranger, de la diaspora. Donc nous avons déjà érigé en France une représentante qui a également le rôle de vice-président, dont Mme Céline Mengue. Et nous avons également beaucoup d'autres personnes qui nous représentent en France et dans d'autres pays. Jusqu'en Malaisie, en Asie, on a des ressortissants camerounais qui sont là-bas, qui veulent rejoindre la nationale. Il y a quand même cette réputation, Sam Séverin, en gros, qui vous colle à la peau. La réputation d'être un homme instable. Quelle garantie est-ce que les militants de la nationale ont de ce que vous n'allez pas les lâcher en plein milieu de la mer, finalement? Alors, l'instabilité qui revient tout le temps en ce qui me concerne, en réalité, c'est quelque chose qui n'est pas très bien compris. Parce que dans le journalisme, l'instabilité fait partie du métier. Parce qu'on est un peu comme des artistes, des footballeurs qui peuvent aller d'une équipe à un autre. En politique, je ne peux pas être présenté jusqu'ici comme ayant été fondamentalement instable, parce qu'en réalité, je n'ai appartenu officiellement qu'à une seule formation politique, où je détenais une carte avec une ambition d'aller être un élu. Mais plus loin, on dira que les équipes auxquelles j'avais appartenu, que ce soit chez Arke Remuna ou chez Franklin Difford, j'étais comme un employé qui venait pour booster un projet, donc comme un communicant, véritablement. Donc, mais qui croyait en ce projet, qui croyait quand même en ce projet. Oui, j'y croyais parce que moi, en 2018, l'ambition, c'était beaucoup plus de voir le pays débarrassé quand même de l'oligarchie en place qui a mal géré les choses publiques depuis une trentaine, voire une quarantaine d'années. Donc, c'est peut-être ça mon projet, peu importe l'équipe à laquelle je devais appartenir. J'ai même d'abord travaillé avec les équipes de M. Cabral. Bon, pour l'instant, donc, en direction des militants et adhérents de la nationale. Donc, je crois que la garantie est toute simple. Nous avons pris comme premier défi, grand défi, c'est d'aller aux élections.
toutes les élections, y compris la présidentielle. Donc je serai peut-être probablement le candidat de la nationale à la présidentielle, mais peut-être avec une autre formation politique, parce qu'il y a un écueil qui consiste à dire qu'il faut avoir des élus comme parti politique pour présenter. Mais nous en avons déjà discuté, on trouvera le moyen de trouver une passerelle. Nous irons dans toutes les élections, au sud, au centre et à l'est principalement, peut-être au littoral aussi, parce que nous avons des représentants au littoral aussi. Oui. Nous irons donc à toutes ces élections-là pour dire que le temps, il est terminé. Le temps, il est loin derrière nous. Où je veux dire, les élections sont la garantie de ce que vous allez rester dans la nationale? Oui, déjà, parce que moi, je viens pour diriger l'appareil. Je ne viens pas pour mon intérêt personnel. Moi, je viens parce que je suis un leader qui est courageux. Parce qu'aujourd'hui, il fallait avoir beaucoup de courage pour prendre en main la direction d'une formation politique comme celle-là, qui est viscéralement combattue quand même dans cette région. Parce qu'il ne faut pas s'en cacher. Nous n'avons pas toutes les facilités qu'il faut de la part de quelques représentants de l'administration. Quelles sont justement vos relations avec l'administration là-bas? Ce sont des rapports assez chaotiques, il ne faut pas s'en cacher. Parce que nous sommes tout le temps, on va dire, interpellés, interdits. Dans nos différentes réunions, on est tout le temps convoqués parce qu'on pense que normalement, nous n'avons pas vocation finalement à faire les choses de cette manière-là, parce que vous savez, l'administration là-bas malheureusement est confondue aussi au parti État. Donc c'est un parti administratif, malheureusement, je dois le dire, le RDPC aujourd'hui. Donc il va donc falloir qu'on leur lance quand même un appel à tous ces administratifs quand même, qui ne devraient pas se tromper de combat. Parce que si nous disons que le Cameroun est un État de droit, et donc par ricochet un État dit démocratique, nous avons le devoir, et c'est la volonté d'ailleurs, je crois, du chef de l'État lui-même, le patron du RDPC, de faire en sorte que notre pays soit un pays d'émanation ou d'essence démocratique fondamentalement. Ça ne doit pas seulement rester un vain mot. Le Sud n'est pas un bastion réservé. Il n'est pas question qu'on vienne nous parler d'un socle granitique où il n'y a pas possibilité de voir toutes les formations politiques du Cameroun rentrer en compétition là-bas. C'est la seule région d'ailleurs où on n'a jamais vu une formation politique de l'opposition gagner quoi que ce soit. D'accord. Donc le temps est passé. Pour l'instant, on ne viendra d'ailleurs plus nous faire le reproche de dire que nous voulons ramener un parti des Bamileke de l'Ouest. Parce que ça, c'est un reproche qui nous avait été fait à l'époque où on était au MRC. Pour l'instant, la nationale est bel et bien le parti de M. Abel Eyinga. Et à ceux qui se trompent dans l'administration avec des petits comportements, je voudrais quand même leur rappeler que M. Abel Eyinga était l'ami personnel et frère de Paul Biya. Le chef de l'État actuel était, on va le dire, le témoin du mariage de Abel Eyinga dans les années 70 en France. Donc ce sont des gens qui étaient assez proches, donc on ne peut pas venir créer du trouble et de la confusion inutilement aujourd'hui. Monsieur Biya n'envoie personne interdire le parti d'Abel Eyinga. Vous entendez quand même combattre le RDPC, qui est le parti de M. Biya. Nous ne savons pas si le RDPC est le parti de M. Biya fondamentalement. Le RDPC est né sur les cendres de l'UNC, en réalité. Et la région du sud, du centre et l'est ne peut pas revendiquer la propriété du RDPC aujourd'hui. Donc, à la limite, le RDPC, on dira, c'est un parti qui est né à Bamenda, dans le nord-ouest. Oui. Donc, le véritable parti aujourd'hui, dont les gens du sud, du centre, de l'est devraient pouvoir se reconnaître, c'est bien la nationale. Voilà, la nationale de feu Dr Abel Eyinga. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas à avoir peur. Parce que nous sommes finalement en train d'arriver avec beaucoup de force, qu'on aille en compétition, même si nous n'avons pas les moyens que les autres ont, mais qu'on nous laisse aller en compétition avec tous nos adhérents à travers le monde. Merci Sam Séverin Ngo d'être avec nous ce dimanche face à vous. On reçoit Yves Abama, il est enseignant, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonjour Monsieur Abama, bonjour. Et merci d'être avec nous ce dimanche. Oui, bonjour Léla, bonjour aux copanélistes et bonjour à tous vos téléspectateurs. Je voudrais dire un mot à la suite de Monsieur Sam Séverin Ngo, parce que j'entends des choses qui me semblent assez étranges. Je ne savais pas qu'il fallait créer des partis politiques pour qu'ils appartiennent à des régions. Je suis en train de découvrir autour de la table que dorénavant dans ce pays, il faudra que chaque région ait un parti. À cette allure, on va arriver à une affaire où chaque communauté aura son parti. Non, ça c'est une politique totalement identitaire. S'il faut que nous, les jeunes, nous rentrions sur ce terrain-là, c'est extrêmement compliqué. Et puis en même temps, on essaye de nous faire des amalgames. On vous dit, on a demandé de ne pas ramener le parti des Bamileke ici, de ci ou de ça. Vraiment, c'est très compliqué. Ce sont des choses qu'on ne peut pas mettre sur la scène politique. Et ce sont des choses qui, à un moment donné, pourraient nous exploser au visage. Il faudrait que nous soyons dans la logique des partis politiques républicains, des partis politiques à vocation nationale, même si on sait par ailleurs que des études ont été faites pour démontrer qu'en Afrique, la politique est encore malheureusement communautaire à un pourcentage très élevé. On le sait, mais c'est une réalité contre laquelle on doit combattre
Et ça fait que lorsqu'on est dans la posture de M. Ango qui vient lancer un parti politique, je pense qu'il faut prendre toutes les mesures pour que le parti politique lancé ait plutôt une envergure nationale. Donc c'est avec beaucoup de peine que je l'ai écouté et je suis sur beaucoup de téléspectateurs à la maison. Et quand on ambitionne combattre un parti comme le RDPC et qu'on vienne logiquement, dès le début, s'inscrire soi-même dans une région, on s'y conseille là, il y a même une comparaison qui est faite avec l'UDC. Je rappelle que l'UDC, ce n'est pas la force des choses, ce sont les résultats qui ont contraint l'UDC dans le Noun. L'UDC n'a jamais proclamé qu'il était un parti d'une zone, d'un département, non. D'accord ? Et je lis, j'ai le sentiment même qu'en toile de fond, il semble faire un reproche au RDPC de ne pas trop être un parti du centre-sud. Non, le RDPC, c'est un parti national. C'est un parti national et son propos me conforte vraiment, surtout vis-à-vis des détracteurs qui pensent que non, c'est le parti. C'est un parti national et si vous regardez, c'est le seul parti national du pays. L'UNDP qu'il a cité tout à l'heure, le FSNC qu'il a cité, ces deux partis-là ne se sont jamais revendiqués comme parti du Grand Nord. Tout le monde sait qu'ils ont un ancrage dans le Grand Nord, mais leurs présidents ont des postures nationales. Je n'ai jamais entendu le ministre Tiroma dire « Oh, mon parti, c'est le parti du Nord ». Je n'ai jamais entendu le président Bello Bouba tenir ce discours. Vous avez suivi la convention de l'UNDP, je pense l'année dernière au Palais des Congrès. Vous avez vu comment elle a fait foule. Vous avez vu les participants et vous comprenez que vraiment nous sommes à l'heure où les leaders politiques doivent nous donner des partis nationaux. Vraiment, qu'ils donnent des partis nationaux et ça aide la société, ça aide le public à se former politiquement. Parce que si on continue dans cette lancée, on va donner le sentiment aux Camerounais que, en fait, pour faire la politique, il faut appartenir forcément à telle communauté, il faut entrer dans cette formation que les gens vont présenter comme formation de telle ou de telle. C'est pas très sain. Merci, M. Abama, d'être avec nous ce dimanche. Les propos, monsieur l'autre. Merci d'être avec nous. Face à vous, on reçoit François Yondikam. Il est journaliste, écrivain. Bonjour, Monsieur Kam, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonjour, merci de me renouveler votre invitation sur ce plateau où je commence à avoir mes habitudes. Alors, est-ce qu'il y a une actualité en particulier qui vous a interpellé cette semaine? Pas une actualité, qu'est-ce que je vais dire? Peut-être je pourrais citer la décision de Madame Maître Ndoki de se présenter à l'élection, devant désigner le président de son parti, le RMRC. Oui. Voilà, moi j'ai suivi cette décision avec beaucoup d'intérêt. Je trouve que c'est sain pour la démocratie et je trouve aussi qu'elle fait preuve de beaucoup de courage. Maintenant, il faudrait que le parti aménage un cadre propice à l'expression de sa volonté. Et les réactions tout autour de cette annonce de Maître Michel Ndoki, vous avez certainement pu voir certaines réactions sur les réseaux sociaux. Oui, je suis un peu, je vais dire un peu confus, pour ne pas dire, j'ai une appréhension mitigée par rapport à tout ce flot de réactions. En même temps, je vois quelques personnes qui soutiennent cet élan-là. Je vois aussi des réactionnaires qui semblent eux aussi englués dans l'idée qu'il y aurait chez eux aussi un homme providentiel. Moi, je trouve que le RDPC a malencontreusement contaminé l'espace politique au Cameroun de manière très négative, tant et si bien que j'ai souvent l'impression que les gens ont tendance à répliquer les mêmes tares. Voilà. Merci d'être avec nous ce dimanche, François Ndikam. Sénat et Assemblée nationale, les parlementaires ont repris le chemin de l'hémicycle cette semaine où ils entament la session parlementaire de juin. Sam Sévérin Ngo, quels sont les sujets sur lesquels vous attendez nos parlementaires? Bon, moi je ne les attends sur aucun des sujets. Je voudrais quand même d'abord marquer mon étonnement parce que sur le propos qui était le mien de dire quel est, j'allais dire, le bien fondé aujourd'hui du retour du parti politique La Nationale sur la scène, je ne pense pas qu'il appartenait à monsieur qui représente le RDPC de rebondir dessus essentiellement. Parce qu'il avait vraiment à parler pour lui, pour réagir un peu comme au quartier. Parce qu'en réalité, ce n'est pas à lui de nous donner les leçons. Donc je vais quand même répéter en quelques secondes, là que oui, la politique des fiefs, vraiment, il ne faut pas qu'on se mente. Parce que ça, c'est de la démagogie. La politique des fiefs relevant du fonctionnement des partis politiques au Cameroun est réelle. Elle est bel et bien réelle. L'UNDP, c'est un parti des gens du Grand Nord, essentiellement. Il ne faut pas s'en cacher. Moi, je suis d'ailleurs bien placé parce que j'ai d'ailleurs travaillé à un moment donné donc, avec l'état-major des gens de l'UNDP au plus haut niveau.
Donc M. Abama ne le sait pas. Donc, Est-ce dans nous, la nationale, on revendique, on le dit, le fief de la nationale, ce sera le centre sud et est. On le dit ouvertement, donc il ne faut pas s'en cacher. Je veux dire, est-ce pour autant que la politique des fiefs... Et si les résultats électoraux aboutit au nord? Ça ne vous concerne pas, ça nous regarde. Nous voulons faire les résultats au centre, au sud et à l'est, prioritairement. Mais je vais vous rappeler que dans le bureau national de la nationale aujourd'hui, M. Jean-Marc Pectamac, qui est un grand monsieur du littoral, il est ici à Douala, il est ressortissant de la Sanaga maritime, il fait partie du bureau, on a des représentants dans le Mungo aujourd'hui. Mais ne venez pas nous faire le reproche de dire oui, écoutez, la politique des fiefs, le repli identitaire, ça ne veut rien dire du tout. Sam Severango, est-ce pour autant que la politique des fiefs, même si elle est réelle, est-ce pour autant que ça doit être encouragé? Non, non. Moi, je ne demande pas aux gens. Vous m'avez demandé de dire ce que nous entendons faire de la nationale. Oui. Donc moi, je vous dis que le fondateur de la nationale, M. Abel Eyinga, lui-même était allé aux élections en 97 et 2002 à Ebolova et pas ailleurs. Vous comprenez? Donc on ne peut pas rester là-dedans. Et surtout que vous savez qu'on ne nous facilite pas les choses pour qu'on puisse se déployer un peu partout. Donc on veut d'abord se concentrer là où nous avons les facilités d'aller gagner des mairies et des places à la députation. Revenons donc à la session de juin. Pour la session de juin, vous savez, moi je suis gêné parce qu'aujourd'hui, si nous avons envie de voir le Cameroun basculer à une république un peu plus saine, un peu plus moderne, c'est bien précisément parce que durant des décennies, nous n'avons pas eu droit à un véritable fonctionnement d'un État. Un État moderne, un État qui fait respecter le principe de la séparation des pouvoirs. D'abord, avec un pouvoir judiciaire complètement indépendant, on va y revenir tout à l'heure vers la fin, mais aussi et surtout un pouvoir législatif. Parce que aujourd'hui, le législatif au Cameroun, est-ce que vous avez le sentiment, moi je vous pose la question, qu'il en émane souvent des choses intéressantes là-dedans? Nous avons une Assemblée nationale, double Assemblée, si vous voulez même qu'on parle également du Sénat, parce que désormais aujourd'hui on a une chambre haute. Nous avons un Parlement camerounais qui sert à faire passer les volontés du gouvernement systématiquement. D'abord du fait même de la représentativité au plan mécanique. Donc il n'y a pas grand monde venant des autres formations politiques. Il n'y a aucune force de l'opposition qui est en capacité de constituer ce qu'on appelle un groupe parlementaire. À partir de là, vous ne pouvez rien attendre. Les députés à l'Assemblée nationale qui sont majoritairement du RDPC, une majorité obèse, néfaste et nocive, ne font pas le boulot. Ils attendent la convocation des sessions pour aller dormir à l'Assemblée nationale et pour revenir de là les poches pleines tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez qu'on en attende? Il y a eu beaucoup de gros sujets aujourd'hui qui concernent la vie de la nation, on ne les a pas vus. L'Assemblée nationale du Cameroun, c'est une des rares assemblées au monde où vous n'avez pas de grande bataille. Moi, l'actualité de l'Afrique du Sud récemment, il y a 2 ou 3 jours, il y a eu à Durban, au cœur de l'hémicycle de l'Assemblée nationale là-bas, des joutes oratoires où les gens voulaient en venir aux mains. Ce sont des choses auxquelles on n'assiste jamais au Cameroun. Donc, ce sont des gens qui sont tranquilles, ils sont chèrement payés. Généralement, lorsqu'ils veulent se faire entendre, ils revendiquent le relèvement de leurs émoluments ou bien le relèvement de la qualité de leurs véhicules de service et tout. Moi, je n'attends rien des députés camerounais aujourd'hui. Donc, nous voulons aller vers la redéfinition du rôle du parlementaire pour que le Cameroun puisse redessiner son avenir aujourd'hui. Ceux qui sont là ne savent pas véritablement ce pourquoi ils sont là. Monsieur Yves Abama, cette session, je le disais, intervient en pleine crise d'inflation au Cameroun. On a également OTS, le mouvement des enseignants. On a l'affaire Glencore. On a également l'affaire Dicalo. Est-ce que vous êtes de ceux... Dicolo, pardon, je ne sais pas pourquoi je dis toujours Dicalo, que c'est tout autre chose. Alors, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que ces questions devraient être abordées par les parlementaires, ces questions qui fâchent, puisque vous êtes le peuple, vous leur avez donné mandat? Voilà, je veux faire fi d'un certain nombre de bavardages que j'entends ici pour dire que en réalité... C'est pas poli, on ne parle pas de bavardage. Je ne me suis pas adressé à vous, monsieur. Je ne sais pas parler. Je vous ai écouté. Donc, pour dire que pour quiconque sait observer les événements, quand vous savez lire le temps, vous savez, vous ne vous interrogez pas sur ce qui se dit au Parlement. Vous ne vous interrogez pas sur les sujets de cette session. D'accord? Nous savons que entre le moment où la loi de finances a été votée et le moment où nous sommes, il y a beaucoup d'éléments qui sont venus perturber un peu, beaucoup d'éléments perturbateurs qui obligent n'importe quel gouvernement responsable
a voté une loi de finances rectificative. D'accord? Et il y a une ordonnance du président de la République, je pense c'est le 2 juin, qui va dans ce sens-là et qui renseigne à souhait sur le travail que les parlementaires ont à faire lors de cette session. Tout à l'heure, vous avez rappelé qu'il y a eu, entre-temps, l'affaire OTS, et vous savez que OTS a obligé l'État du Cameroun à sortir de l'argent pour régler les problèmes des enseignants. Ce n'était pas prévu, il faut corriger ça. Vous savez qu'au moment où on votait la loi de finances, on était parti sur le prix du baril du pétrole autour de $60. Aujourd'hui, nous sommes à 100. Vous savez qu'au moment où on votait cette loi de finances, la guerre en Ukraine, elle n'avait pas commencé. Vous savez tout ce qu'on a comme conséquence. Donc, il y a beaucoup de petites corrections à faire. Et on ne peut pas, et le travail est tellement important qu'on ne peut pas nous dire, on ne peut pas venir ici et dire qu'on n'attend rien des députés. Ça, c'est le propre même des politiciens irresponsables. En tout cas, j'ai cité quelques affaires oui, récentes. Vous avez cité quelques affaires. J'ai cité l'affaire Glencore, j'ai cité l'affaire Dicolo. La question que je posais, est-ce que vous êtes de ceux qui attendent que ces questions soient abordées par nos parlementaires? Je ne suis pas de ceux qui attendent que ces questions soient abordées par les parlementaires, pas parce que les questions ne sont pas importantes, mais parce que d'autres instances y sont déjà. C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, l'affaire Dicolo, vous savez que le gouverneur du littoral s'en est saisi, d'accord, certainement appuyé par le gouvernement. Une commission est à l'œuvre. Quel est le sentiment qu'on aura? Le gouverneur qui n'est pas un élu du peuple. Bien sûr, il n'est pas un élu du peuple, mais il est une représentation du chef de l'État. D'accord? C'est comme si c'est le chef de l'État qui était en train de régler ce problème. Vous voulez que la population ait quel sentiment? Le gouverneur est en train de résoudre, chercher des solutions à un problème et l'Assemblée s'en saisit. Non, le Cameroun n'est pas un pays. Et l'affaire Glencore alors? D'accord. Maintenant, pour ce qui est de l'affaire Glencore, vous avez bien vu la sortie de la SNH? De la SNH. C'est-à-dire que la SNH qui sort, qui dit qu'elle n'est pas mêlée à cette situation et qui vous dit qu'elle attend de la justice américaine un complément d'information. Je ne sais pas s'il y a une chape de plomb qui empêche que cette justice-là nous donne des noms des personnes qui seraient impliquées, quitte à confondre la SNH. En fait, je n'ai pas envie de dire que c'est une tempête dans un verre d'eau, mais c'est un problème qui ne nécessite pas que le Parlement s'en saisisse, parce qu'il pourrait trouver sa solution ailleurs. Si nos partenaires à l'étranger veulent nous aider, ils ont une chose simple à faire. Ils ont donné un chiffre. Votre analyse m'amène à vous poser une question, c'est une parenthèse. Oui. À votre avis, dans l'affaire Glencore, qui est la victime? La SNH, la Sonara ou l'État du Cameroun? Voilà, c'est une très bonne question. On pourrait dire, très facilement, on peut dire l'État du Cameroun. Vous voyez? Et on peut dire l'État du Cameroun. Et là, je comprends l'opinion de ceux qui pensent, parce qu'il y a une certaine opinion qui pense que l'État du Cameroun est en droit de porter plainte, d'accord, pour demander réparation. C'est quelque chose qui est compréhensible, mais c'est également quelque chose qui est à mesurer. Il faut bien étudier le contexte dans lequel on se trouve, d'accord? Donc, on ne peut pas rentrer dans cette logique tête baissée. On observe que des gens nous disent: vous avez perdu, ils ont dit 7 milliards. Voilà les noms de ceux qui vous ont fait perdre ces 7 milliards, qui nous donnent l'information de manière complémentaire. Et là, le Cameroun saura quoi faire. Pour le moment, on ne peut pas demander au Parlement de faire ci ou alors au Cameroun de faire ça. Nous sommes en temps. Donc, personne n'est victime. Non, pas que personne n'est victime. On pourrait dire, mais vous n'avez pas de dire que l'État du Cameroun serait la victime. Pas que personne n'est victime. Je vous ai dit, pour moi, c'est l'État du Cameroun qui perd. D'accord. Et voilà pourquoi les compatriotes qui pensent que l'État du Cameroun doit déposer une plainte contre cette entreprise-là sont dans leur droit. Maintenant, il faut qu'on nous donne un complément d'information, que nos partenaires nous aident. Parce que venir nous dire, bon, les Camerounais ont été... Et s'ils ne nous donnent pas ce complément d'information, ils vont accréditer la thèse selon laquelle c'est un blanc chantage politique. Vous voyez, il faut qu'ils donnent toute l'information pour qu'on sache. On referme la parenthèse. Je voudrais refermer cette parenthèse en disant que, en fait, la session parlementaire qui arrive là, elle est essentiellement, à mon avis, je lis un peu, j'essaie de lire, elle est essentiellement consacrée à la rectification de la loi de finances pour intégrer un certain nombre de paramètres. Vous avez remarqué que les recettes, par exemple, il y avait des prévisions sur les recettes fiscales et douanières. Les prévisions sont basses. Il y avait des prévisions sur les recettes pétrolières. La réalité du marché est plus haute. D'accord? Donc il faut retoucher et essayer d'adapter à la réalité aussi bien nationale qu'internationale. Et c'est le travail que nos parlementaires ont fait pour cette session. François Odikam, sur la même question, est-ce que vous êtes de ceux justement qui attendent que les députés abordent ces questions-là? D'autant plus que dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Cavaillé Guédibri, n'est revenu sur aucune de ces questions, mais a choisi de répondre aux journalistes de RFI, Jean-Baptiste Placard, au sujet de la santé, qui a fait une chronique sur la santé du chef de l'État et ses voyages en Suisse. Quelle question? En fait, pour répondre à cette question, il faudrait d'abord s'interroger sur
le fondement et puis l'utilité de cette chambre. Moi je ne suis pas un forcené de la démocratie telle qu'elle fonctionne en Occident, mais quand on choisit ce modèle-là, quand on choisit de faire démocrate, on le fait avec tout ce que cela comporte. Une chambre comme celle-là est censée s'occuper des grands problèmes qui minent le pays, qui traversent le corps social. Sur les grands scandales qu'on a connus, vous avez vu cette assemblée se prononcer, ouvrir un débat, ouvrir seulement un débat. Dans des démocraties qui fonctionnent, ça fait lieu d'enquête, commission d'enquête parlementaire. Sur l'affaire Glencore, il y a quand même Joshua aussi qui demande à ce qu'une enquête parlementaire soit menée. Avec peu de chances que ça aboutisse. Parce qu'on a eu précédemment, il y a la crise anglophone, qui n'a jamais été évoquée de manière prioritaire et publique là-bas. Il y a le scandale lié à la CAN, l'organisation de la CAN. Il y a le scandale lié au Covid. Toutes ces questions n'ont jamais été abordées de manière sereine et profonde par l'Assemblée. Ce qui m'amène à être dubitatif, si ce n'est pessimiste, quant à l'opportunité d'une session comme celle-là. C'est une fois de plus, moi je crois que cette Assemblée fait partie des oripeaux cosmétiques que cette monarchie déguisée en république utilise, voilà, pour donner l'impression qu'elle est dans le Conseil des Nations. Sam Tsibira-Ngo, face à toutes ces crises, quel rôle doit jouer le député de la nation? Je veux dire, comment est-ce qu'il peut interpeller l'exécutif afin que des solutions soient trouvées? Non, je pense que dans toutes les démocraties du monde, où le député est investi de réel pouvoir, effectivement, c'est tout à fait classique, c'est du b à bas. On sait que le député, à la limite, d'abord, est là pour contrôler l'action gouvernementale, déclenche des enquêtes parlementaires, comme l'a relevé si bien M. Yondinkam sur ce plateau, qui est dans le domaine de la chronique sportive, mais qui dit des choses sensées quand même. Bon, nous autres, on peut faire des bavardages, mais monsieur qui a dit des choses sensées, je ne pense pas qu'il est en capacité de répondre à l'interrogation de monsieur. Et on dit, là-dessus, véritablement, parce qu'aujourd'hui, le député camerounais, si vous prenez le cas de monsieur Jean-Michel Nitieux, de temps en temps, qui a souvent essayé quand même de proposer des choses, je pense que ça n'a jamais reçu l'écho par rapport à ce que moi j'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire l'oligarchie au cœur de l'Assemblée nationale, la même oligarchie qui émane de l'exécutif, qui dicte donc sa loi au cœur du pouvoir législatif camerounais. Vous avez eu droit à des propositions de loi combien? Parce qu'il faut bien faire la différence entre projet de loi et proposition de loi. Alors, ce qui émane directement des députés, on n'en voit pas très très souvent. Nous avions, dans la région du Sud que je connais, un député RDPC, qui déjà est au 4e mandat, tout en violation flagrante de la loi. L'honorable Jean-Jacques Zam ne devait pas être réélu député de la nation. Mais il est là-bas à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un élu comme celui-là? Simplement, ils se sont enrichis avec des fortunes colossales où ils en mettent plein la vue aux populations en réalité. Donc c'est pour cela que je dis... Je ne peux pas confirmer... Non, moi je vous donne l'information, frère. Vous savez que l'honorable de la région du Sud se soit effectivement enrichi. Je vous apporte les faits. Je dis que l'Assemblée nationale du Cameroun, qui est budgétivore, avec d'abord une direction qui est également, on va le dire, séculaire et fossilisée, avec M. Kavaï et Guédi Bril, qui ne devait plus être là, mais qui est là qu'on impose, il ne faut rien en attendre. Les véritables députés que nous voulons voir à l'Assemblée nationale, c'est pour cela que nous, on avait été déçus de ne pas aller à la dernière élection. Parce que les profils de députés qui sont là-bas, c'est-à-dire des businessmen, des hommes d'affaires, des grabataires, des gens qui viennent chercher l'immunité pour faire leurs petites affaires, ce n'est pas de cela, vous ne pouvez rien en attendre. Il faut redéfinir même le profil du parlementaire. C'est-à-dire qu'il faudra que ce soit quelqu'un qui a la truculence, par exemple, je dis n'importe quoi, de Jean-Luc Mélenchon, ou de Éric Zemmour, par exemple, ou dans d'autres nations, ou bien même de Ousmane Sonko au Sénégal, parce qu'on ne va pas seulement parler de ce qui arrive de la France. C'est ça le vrai député, qui se met son peuple véritablement, parce qu'on est député de la nation, on n'est pas député de sa propre maison, on représente la nation entière, les intérêts du peuple. Les députés de mon pays ne sont pas les députés de la nation, ce sont les députés du RDPC de qui ils reçoivent véritablement les ordres pour faire passer tout et n'importe quoi.
Donc, c'est pour cela que pour ces différentes affaires qui ont pignon sur rue, monsieur a évoqué assez opportunément quelques-uns des scandales auxquels on a eu droit quand même. Depuis la fin de la Coupe d'Afrique des Nations et le scandale du stade de Olembe, toutes ces choses-là. Vous avez le scandale même, par exemple, de la route Ebolova comme de Kribi, où on bassine les populations de promesses à n'en plus finir. Vous avez beaucoup d'autres scandales comme cela qui arrivent, même pour ce qui arrive au niveau du port de Douala, où avec une justice qui est sens dessus-dessous, les députés sont fondés parce que, en matière d'autorité de l'État, en dehors du chef de l'État, ce sont les parlementaires qui reçoivent directement l'autorité de l'État en tant que des élus. Donc, ils ne sont même peut-être pas au courant du tout le pouvoir qui doit leur être conféré. Donc, c'est pour cela que nous nous disons que il faut qu'on passe à autre chose assez rapidement pour que ce Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale ou le Sénat, puisse receler des profils et des personnalités qui auront minimalement le sens de l'intérêt public. Alors Yves Abama, Sam Severango parle de redéfinir le profil du député camerounais au regard des agissements des députés dans d'autres pays et même du rôle qu'ils jouent finalement dans la vie et dans la construction de la nation. Besoin ? En fait, à défaut de rire d'un certain nombre de propositions, il faut royalement les ignorer. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas venir dans un espace aussi sérieux que celui-ci et tenir des discours de règlement de compte, d'insultes, d'invectives et penser que c'est avec ça qu'on construit la politique. C'est pas sérieux. Je voudrais plutôt répondre à une interrogation très plus sérieuse de M. Yondi. Enfin, que vous considérez plus sérieuse. Non, elle me semble plus sérieuse. Parce votre avis, c'est votre avis, parce qu'il dit, il essaye de nous tenser un peu sur le rôle du Parlement. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que le Camerounais lambda a un certain nombre de ressentiments et il aurait aimé que ces ressentiments-là soient traduits dans l'action du Parlement. Sauf que ce que le Camerounais lambda doit comprendre, ce que nous, au RDPC, nous disons au Camerounais lambda, c'est que la République a des institutions et la même institution ne peut pas jouer tous les rôles. Les missions principales de l'Assemblée nationale, et ça a été rappelé ici, c'est légiférer, contrôler l'action gouvernementale à travers des questions qui peuvent être orales ou écrites. On a parlé autour de la table des propositions de loi. Bon, j'espère que ceux qui en parlent savent par exemple que si on veut faire une proposition de loi et qu'on est député, selon la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on s'assied, on rédige cette proposition, d'accord ? On l'envoie au niveau de la conférence des présidents qui valide. D'abord, on envoie au niveau du président, c'est lui qui envoie au niveau de la conférence des présidents, on va étudier, on va valider. Et vous savez qu'il y a un certain nombre de conditions. Imaginez qu'un député prenne sur lui de faire une proposition de loi, d'accord ? Et que cette proposition aille à l'encontre du règlement qui veut que vous ne soyez pas en train d'accroître les dépenses de l'État ou alors de les faire chuter. On va la retoquer. Et les gens viendront sur la place publique nous dire on n'accepte aucune proposition, il n'y a que des projets qui passent. Non. Sauf que ça dure. Oui, ça dure. Vous savez pourquoi ça dure? Ça dure pourquoi? Ce n'est pas qu'il n'y a pas de compétences. Allez donc demander, par exemple, on vous cite des députés de l'opposition ici qui agissent, qui font ci ou ça. Allez leur demander un peu combien de propositions de loi ils ont envoyées au niveau du président de l'Assemblée nationale. Combien? Des gens aiment venir sur les plateaux blablater, on vous dit non, vraiment, il n'y a jamais de propositions. Combien de propositions ont été déposées? D'accord? Maintenant, sur celles qui ont été déposées, quelles sont celles qui ont violé même le règlement de l'Assemblée nationale, le règlement intérieur, y compris la Constitution? Parce que la Constitution aussi, je pense en son article 14 le dit. Quand vous faites une proposition de loi, elle ne doit pas venir s'attaquer au budget de l'État. Elle ne doit pas venir faire chuter les recettes. Donc, quand vous proposez des choses qui vont amener l'État à dépenser plus ou alors à fermer la porte des dépenses vitales, il est normal qu'on la retoque. D'accord? Maintenant, pour la session qui est en train de se tenir, je vous ai dit que la loi de finances, nous sommes au mois de mars, donc on est à mi-parcours de l'exécution de la loi de finances. On est en juin, oui. Voilà, on est en juin, merci, à mi-parcours. Et normalement, il fallait rectifier cette loi de finances parce que beaucoup d'événements ont imposé cela. Vous voyez, quand vous dites que le Cameroun a fait son budget, la loi de finances 2021 a été faite sur la base des éléments qui ont totalement changé. On vous dit le baril du pétrole. On prévoit qu'on aura, par exemple, on pourra vendre un baril du pétrole à $60. Actuellement, nous sommes à 100. Vous voyez, on prévoit, par exemple, que les impôts doivent nous rapporter tant. Mais les impôts nous rapportent 40 milliards en moins.
D'accord? On prévoit par exemple que le prix de l'essence à la pompe est de ceci, il faudra faire ceci. Donc il y a beaucoup de réajustements à faire. On n'attendait pas OTS. C'est vrai, quelqu'un va nous dire que c'est une lacune du système, ce qu'on assume, mais on n'attendait pas OTS à exploser. Il fallait résoudre les problèmes des enseignants. D'accord? Donc cette session-ci, elle est essentiellement consacrée à cette loi de finances vous avez parlé tout à l'heure. Le Parlement est dans son droit. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure du rôle des députés légiférer et contrôler l'action gouvernementale. Ouais. Est-ce que vous, en tant que population, vous êtes, je le disais, vous êtes le peuple, vous représentez, vous avez certainement élu ces députés. Est-ce que vous êtes satisfait justement de la façon dont les députés de la nation contribuent à contrôler finalement l'action du gouvernement? Je reviens sur la Coupe d'Afrique des Nations dont parlait François Yondikam. On a la première coupe qui a glissé, c'était le thème qui avait été employé, et le chef de l'État lui-même avait dit qu'au moment venu, les personnes qui ont joué avec l'argent des populations, avec l'argent du Cameroun, allaient rendre gorge. Est-ce que vous êtes satisfait de la façon avec laquelle les députés du Cameroun exercent, contrôlent finalement l'action du gouvernement camerounais? Je vais vous dire, si je vous réponds, je ne réponds pas à l'affirmative à cette question, je pourrais être malhonnête. Et c'est bien souvent de mettre en avant le sentiment des Camerounais. Si vous faites un vox pop dans la rue, effectivement, vous risquez d'avoir une réponse où les Camerounais ne se retrouvent pas beaucoup. Parce que certains s'attendraient certainement à voir le Parlement agir autrement. Vous voyez? Sauf que le Parlement camerounais est là, l'Assemblée nationale, elle est dirigée, elle est dominée par un parti politique qui a un programme. Et je vous rappelle que les élections se sont passées il n'y a pas longtemps. Les Camerounais ont donné mandat à un monsieur qui s'appelle le président de la République, d'accord, aussi bien au niveau de la présidence qu'au niveau de ce Parlement. Et c'est ce monsieur qui est en train de dérouler son mandat. Vous voyez, il y a des questions qui arrivent. Il y a des questions qui choquent les Camerounais. Ils se disent, bon, il faut qu'on porte telle session, qu'on fasse au sein. Des solutions sont en train d'être trouvées ailleurs. Le Parlement n'est pas la seule institution. Est-ce que ça ne devrait pas être un signal quand le chef de l'État lui-même, quand il dit que les personnes qui ont distrait les fonds de l'État, est-ce que ça ne devrait pas être un signal justement pour les députés et les sénateurs? Non, si le chef de l'État le dit, quand le chef de l'État le dit, quand le chef de l'État parlait il y a quelques mois, les gens étaient loin de s'imaginer que la Chambre des comptes était en train de travailler sur, par exemple, les affaires de Covid. On était loin de s'imaginer cela. Et c'est la même chose pour les dossiers de la CAF. J'ai envie de vous demander, la Chambre des comptes a travaillé sur les affaires de Covid. Pour quel objectif? Pour quelle finalité pour finalement? quel objectif? On est là, et s'il vous plaît, vraiment, on va parler de la justice tout à l'heure. Vous savez que en matière de poursuites judiciaires, le ministère public est jugé des opportunités. D'accord. Et n'allez pas me faire dire un certain nombre de choses ici. Vous savez que dans cette affaire-là, il y a un certain nombre de personnalités qui sont incriminées et qui se retrouvent dans des positions très sensibles. D'accord. Donc, il revient au ministère public de décider à quel moment, du moment des poursuites. Ça se passe au Cameroun, ça se passe partout. Donc, je reviens simplement sur le Parlement pour dire que faire de la divination, faire des grands discours, des grandes déclarations, parce que apparemment la politique au Cameroun c'est devenu ça. On s'assied sur les plateaux de télévision, on balance qui voleur, qui tel. Quand on le fait, on se dit qu'on a fait un coup politique. Non, faire la politique, c'est aussi savoir lire objectivement les signes. Donc nul besoin de redéfinir le profil des députés aujourd'hui au Cameroun. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de redéfinir le profil des députés. On a simplement besoin que les députés camerounais effectivement contrôle l'action gouvernementale, parce qu'à ce niveau-là, les Camerounais peuvent avoir le sentiment d'une certaine insuffisance. Et c'est un sentiment légitime. On a besoin que les députés légifèrent, et les députés, avant de légiférer, font des études, et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait maintenant. D'ici la fin de la session, on aura un résultat. Et c'est ça. Et s'il vous plaît, tout ce qui est fait là-bas est fait pour l'intérêt des Camerounais. Parce que quand vous voyez l'ordonnance qui est proposée, on vous dit par exemple que les prix du pétrole sont en train d'exploser, le pétrole lampant, même l'essence, sont en train d'exploser à l'international, et que le Cameroun trouve quand même le moyen
de tout faire pour que, ici à la pompe, les Camerounais ne le ressentent pas. Dites-vous bien que c'est parce que quelque part, des gens travaillent. D'accord? Je veux dire, à la pompe, combien de Camerounais ont des véhicules? Combien de Camerounais ont des véhicules? Vous savez très bien qu'il suffit de mettre 5 francs sur le prix du carburant pour que ça prenne partout. Je veux dire dans l'intérêt. D'accord? Oui, ça, c'est l'intérêt. Voilà, ça, c'est le collectif. D'accord. Alors, match Cameroun-Burundi, le président de la FECAFOOT a tenu un discours très offensif, je le disais, dans les vestiaires des Lions indomptables après la victoire 1-0 contre le Burundi. Samuel Eto'o reproche aux joueurs leur manque d'envie à 6 mois du début de la Coupe du Monde, une compétition dans laquelle le Cameroun se retrouve dans le groupe H avec la Serbie, la Suisse et le Brésil. On va commencer par vous, monsieur Yondikam. Comment est-ce que vous avez trouvé la prestation des Lions indomptables face au Burundi? Le match, le jeu. La prestation des Lions. Voilà, comme tous les Camerounais, il ne faut pas être particulièrement avisé pour voir qu'ils ont fait un mauvais match. Ils sont passés à côté du sujet. L'équipe n'a pas montré grand-chose sur le plan de la production de jeu. L'équipe n'a pas montré ses talents, cette envie de gagner un match, cette envie de travailler ensemble dans la cohésion. Je vais dire, il y avait beaucoup de lacunes et plus que la qualité, même c'est cet état d'esprit guerrier qu'on n'a pas retrouvé qui a choqué le peuple. Avec un capitaine courage qu'on connaît pourtant guerrier. Et qui est l'entraîneur finalement des Lions aujourd'hui. Oui. Moi j'ai toujours été dubitatif dès la nomination de Rigobertson, je l'ai dit sur d'autres plateaux, parce que en termes de compétences, il est passé par des sélections intermédiaires et on n'a pas vu un résultat probant. Bon, on compte, pas qu'on comptait, il faut pas non plus faire comme s'il y avait eu drame, non, c'est juste un match que les Lions ont du reste gagné. Alors on attend beaucoup qu'il transmette cette grinta qu'on lui a connue par le passé. Ça tarde à prendre, peut-être que dans un autre contexte, peut-être que face à une opposition beaucoup plus forte, il pourrait se révéler sur ce jour-là. Mais sur ce qu'on a vu depuis qu'il est arrivé, je crois que c'est un peu mitigé. D'accord. Partant de là, est-ce que la réaction de Samuel Eto'o pour vous, elle était légitime? La réaction de Samuel, la grosse colère de Samuel Eto'o, c'est tout autre chose. Franchement, je ne crois pas que ce soit lié directement au match qu'on a vu. Comment ça? Oui, parce que Samuel est dans une posture qui, à mon avis, est beaucoup plus globale que ça. Il a une trajectoire, il a une volonté, il a une vision qui est beaucoup plus globale. Il est venu, les gens parlent beaucoup de cette communication, mais on ne voit pas ce qui se passe avant. D'habitude, qui est-ce qu'on voyait descendre dans les vestiaires? C'était le ministre. Samuel Eto'o a déjà réussi à faire en sorte que le ministre n'ait plus voix au chapitre. On ne le remarque pas, mais l'équipe nationale est en train de redevenir la propriété des footballeurs, de la fédération. De la FECAFOOT. Oui. C'était l'un de ses combats et c'est gagné. Alors, si vous m'interrogez sur sa descente dans les vestiaires en tant que tel, président de la FECAFOOT, il n'y a pas débat, on ne pourrait pas y trouver à redire. Il est bien normal qu'il aille, mais... Pourtant, les uns et les autres ont quand même fait savoir que les vestiaires sont sacrés. Justement, voilà tout le problème. Ça s'est retrouvé dehors, dans les réseaux sociaux. D'accord. Pourquoi? J'ai envie de dire parce que Samuel a voulu. D'accord. Il a voulu pourquoi? Parce qu'il estime qu'il tient sa légitimité de son parcours, de son mais aussi du peuple camerounais. N'oubliez pas que de manière claire, Samuel Eto'o est la personnalité la plus adulée aujourd'hui au Cameroun. Que l'on le prenne sous quelques bouts. D'accord. Il sait pouvoir compter sur l'appui et le soutien du peuple et il prend le peuple à témoin dans tout ce qu'il fait. Donc je crois qu'il a voulu mettre ces joueurs-là sous pression. Il a voulu aussi montrer qu'il est le patron des lieux. Donc des gens qui disent que ça s'est retrouvé de manière malencontreuse, non, il y avait là le responsable de la communication de la fédération. Il y avait plusieurs responsables et ça a été publié sur le site de la FECAFOOT. Donc c'était quelque chose de voulu. Alors je propose qu'on reprenne cette communication pour ceux qui n'ont pas pu l'entendre. La communication délivrée par le discours délivré par Samuel Eto'o aux Lions indomptables du Cameroun après le match contre le Burundi. On prend et puis on se retrouve ici pour continuer dans l'analyse. Moi je suis pas content. Je suis pas content du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président.
J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Mais quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun, pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Je donnerai ma vie pour mon pays. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Je vous dis. Parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus, les gars. J'ai besoin de beaucoup plus. Parce que moi, je rêve de gagner cette Coupe du Monde. Et tous les problèmes que j'ai connus comme joueur ne vont pas se répéter. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté, parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs. Et de très très bons joueurs, les gars, croyez-moi. J'avais des équipes incroyables. Mais le groupe n'était pas humainement bon. Et mon premier défi, c'est que mon groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars. Mais par contre, bougez-vous. Maintenant, moi, je m'en fous. Celui qui veut venir ici, c'est selon les règles de la Fédération camerounaise de football. Donc moi, aujourd'hui, et je connais un peu le football. Un peu, les gars. Un peu. Samuel Eto'o-Fils, avec ce discours, s'est substitué à l'entraîneur, Rigobert Song. Est-ce que vous pensez qu'il y a un mélange de genres? Leila, je souhaiterais que pour la suite, quand même, vous puissiez, parce que c'est vous qui nous faites venir sur ce plateau, et donc vous avez, j'allais même dire, l'obligation de protéger vos invités. Oui. Parce que l'imposture, moi je refuse l'imposture. Moi je me bats contre ça. Sur ce plateau, c'est moi la tête couronnée. La tête couronnée au Cameroun, c'est-à-dire une puissance dans les milieux médiatiques, avant d'être dans des niveaux très élevés en politique. Donc je ne peux pas accepter certains types de propos, parce que l'imposture vient du monsieur dont j'ignore le nom. Vous savez qu'à l'entrée de ce studio, je ne pouvais pas coller un nom à sa tête. Donc il ne peut pas venir parler comme s'il s'adressait à des gamins. Donc il faut que vous fassiez la précision, parce que nous avons engagé nos responsabilités, on prend beaucoup trop de risques. Je pense que même si on est dans des combats, moi je suis un enfant de la télévision. Hier soir sur TF1, il y avait une grosse émission qui parlait des 30 ans des plus belles années de la télévision en France. Et moi j'étais en train de me reconnaître là-dedans, parce que si on fait le même type d'émission au Cameroun, je devais figurer dans cette émission. D'accord, ça vous comprenez? Donc je ne suis pas un Camerounais lambda. Je n'accepterai plus un manque de respect. J'ai certainement failli. De la part de monsieur dont j'ignore encore le nom. Yves Abama, il s'appelle Yves Abama, il représente le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Alors j'ai certainement failli, mais à l'avenir, je m'arrangerai que pendant le temps qui nous reste encore à être ensemble sur ce plateau, plus un manque de respect. Que le respect vienne de tout. Le Cameroun a trop longtemps fonctionné comme ça dans l'imposture. Aussi bien de François Yodikam que de vous ou même de monsieur Yves Abama. Voilà, on revient, messieurs. Yves Abama, messieurs. On revient au sujet. Alors, j'interrogeais justement la sortie de Samuel Eto'o-Fils au moment où beaucoup pensent qu'il s'est substitué au coach. Très bien. Oui, bon, c'est une question sur laquelle je n'ai pas souhaité en réalité m'exprimer. Parce que j'avais été l'un des rares, je crois, avec le courage qui me caractérise un peu aussi comme mon collègue dans le métier de la chronique sportive, Ion Dinkam. À l'époque, avant l'élection à la fédération, j'étais dans vos mêmes studios, dans une émission face to face qui s'appelait Entretien. Et j'étais donc, et j'ai d'ailleurs dû par la suite subir une levée de bouclier avec des menaces émanant de quelques personnes de l'entourage de Samuel. Donc je ne sais pas si je dois y aller avec la même liberté de ton, au risque d'encourir encore
quelques remontrances Les remontrances émanant de ces gens-là. Oui, de mon ami Ernest Obama. Il était là dans la vidéo tout à l'heure. Bon, j'ai bien peur qu'il puisse encore prendre son téléphone après pour m'appeler et me menacer. Il n'y a pas de souci. Je vais quand même essayer de rester droit dans mes bottes. J'avais prédit tout ce qui est en train d'arriver. Mais comme les Camerounais ont parfois la mémoire courte, il n'y a personne qui est venu pour dire « Monsieur Ango avait raison ». C'est-à-dire que Samuel, avec tout ce qu'on peut lui reconnaître, vous savez, moi, ce sont tous mes amis. Dans mon parcours, en réalité, tous ces gens-là, c'est ma génération, en réalité, depuis 1998. Il a fait, lui, 4 Coupes du Monde. 98, 2002, 2010, 2014. Donc, il va nous dire déjà, pour prendre au niveau de la forme de ses propos, que durant toutes ces Coupes du Monde, il n'a pas pu gagner ou bien faire grand-chose parce que l'environnement était mauvais. Non. Les 2 dernières auxquelles moi j'ai participé, en Afrique du Sud et au Brésil, le monsieur qui nous créait le plus de problèmes, c'était précisément lui. Avec son histoire de capitana, en Afrique du Sud, le gros conflit que nous avons transporté là-bas, c'était entre monsieur Eto'o et Alexandre Song. Parce que les organisateurs de la compétition avaient voulu choisir une star de la sélection, de chaque sélection, pour en faire la mascotte. Et c'est vers monsieur Eto'o qu'on s'était d'abord dirigé. Il a fait un peu son petit malin et tout. Et puis on a dit, bon, on n'a pas le temps, on prend Alexandre Song. Et c'était un gros problème qui a pourri l'atmosphère dans l'équipe des Lions, autour du capitana de Samuel Eto'o. Passons. Au Brésil, j'étais dans l'avion officiel. Je ne prends que ces 2 derniers cas parce qu'il a parlé des Coupes du Monde. Nous avons eu 2 ou 3 heures de retard avant d'embarquer dans l'avion angolais qu'on avait affrété à l'occasion. Du départ jusqu'à Rio de Janeiro, nous sommes arrivés en retard, on ne nous attendait plus. On a atterri dans un aéronef des militaires parce que monsieur a organisé et a orchestré une fronde qui a fait que l'État du Cameroun aille ouvrir le trésor public parce qu'il a dit on ne joue pas, on n'embarque pas, on ne part pas. Et pendant tout le séjour là-bas, est-ce que les questions qui légitimaient, le monsieur était toujours... Non, je veux d'abord... légitimes pendant cette je voudrais d'abord, parce que c'est bien aujourd'hui, parce que quand on est dans la posture du chef et du patron, qui s'exprime à la première personne du singulier, qu'il se rappelle quand même ce qu'il a été. Quand vous prenez la forme, et je vais d'abord dire que c'était quelque chose de bien préparé, une communication, il avait le micro-cravate, donc il a eu besoin que cela soit su et écouté par tous. Très bien. Mais quand vous venez vous adresser à des professionnels de haut niveau, en bras de chemise, avec un ton condescendant, on dirait Napoléon Ier qui s'adresse à ces sujets. Vous pensez qu'on est dans quoi, ça? D'abord, je voudrais d'abord rappeler aujourd'hui dans ma posture d'homme politique que le football ne nous apporte rien pour l'instant d'ailleurs. Bon, le football, c'est bien, on gagne et tout ça là, mais ce n'est pas ça qui permet aux gens de mettre le carburant à la pompe ou bien de remplir le panier de la ménagère. Qu'on arrête d'abord de faire en sorte que le football puisse passer en premier. Le football, c'est rien du tout au Cameroun. On a participé à 4 ou 5 ou 6 Coupes du Monde. On est toujours rentré dernier avant dernier. On ne va pas au Qatar pour gagner. Que M. Eto'o arrête. Il ne va gagner rien du tout. Parce que lui-même, dans cette équipe, il n'a pas pu gagner quand il jouait. Il faisait que le désordre autour de lui. Donc, quand il vient s'adresser à... Je vais vous dire le fond de l'affaire, parce que M. Rondi n'a pas voulu percer l'abcès. M. Eto'o ne veut qu'on parle que de lui. Aujourd'hui, c'est lui qui doit être la star. Or, il oublie que ce n'est pas lui la star. La star de la sélection actuelle de l'équipe nationale, il y en a 2 ou 3, c'est M. Karl Toko Ekambi, c'est Choupo-Moting et c'est André-Franck Zambo-Anguissa. Voilà les 3 fortes têtes qui jouent dans les grands clubs dont on a besoin qu'ils aillent nous représenter là-bas. Donc son discours, d'après nos enquêtes, s'adressait à Aboubacar Vincent et André-Franck Zambo-Anguissa qui ne veulent pas lui faire allégeance. Et ça, je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai appartenu à ce milieu-là et j'ai encore quelques connexions. Il y a beaucoup trop de choses qu'on ne voulait pas venir dire ici, mais quand c'est trop, il faut qu'on perce l'abcès. Il faut que M. Eto'o sache que l'équipe nationale n'est pas pour lui. La FECAFOOT ne lui appartient pas, tout autant président qu'il est. Et que le Cameroun a bien mieux à faire que de se retrouver à parler au cours de... Il y a au moins 2 ou 3 plateaux de télévision de ce dimanche qui se sont retrouvés à parler de ça. Il s'agit de quoi? Moi, je suis gêné de venir parler de ça. Des émissions entières, parce que monsieur a orchestré quelque chose. On ne lui a pas confié le football camerounais. On ne lui a pas confié. Et qu'il fasse attention. Monsieur André-Franck Zambo-Anguissa doit aller à la Coupe du Monde. Parce que ce n'est pas monsieur Eto'o qui est le sélectionneur des Lions indomptables. Et pour qu'on parle de sélectionneur, je suis désolé, tout à l'heure,
J'étais également de ceux qui pensaient que c'était un mauvais casting parce que M. Rigobertson n'a pas fait les classes en tant qu'entraîneur, que ce soit chez les A-Prime ou que chez les Espoirs. Zéro résultat. Donc on l'a choisi et aujourd'hui on peut bien comprendre qu'il sert de marionnette. Vous avez vu sa posture derrière, il croise les bras. Il n'a pas la possibilité de parler. Le vestiaire, c'est pour l'entraîneur. Le président de fédération n'a rien à faire dans le vestiaire pour venir se vanter comme une star de Hollywood. On n'en a rien à foutre. Le vestiaire, ce n'est pas pour lui. Donc, c'est à quoi on est en train d'assister, c'est ce qui nous fonde dans l'optique que nous avons de dire que ce Cameroun doit changer. Vous savez, ce type de choses en réalité, c'est parce que... Est-ce que les questions que pose Samuel Eto'o-Fils après cette rencontre, peut-être que j'aurais dû vous poser la question, comment est-ce que vous avez trouvé d'abord la prestation des Lions? Bon, la prestation, je vais vous dire justement, la prestation des Lions, moi je ne vais pas répondre au premier degré. Pour vous répondre à cette question, je vais convoquer une interview que nous avions réalisée à l'époque auprès de M. Jérémy Soren-Djitap au terme d'un match des Lions qui était assez houleux au stade Omnisport à Yaoundé à l'époque, je ne me rappelle plus de l'année, ça date de très très longtemps. C'était assez compliqué, on pensait que les Lions devaient le gagner assez facilement, mais ils ont quand même réussi à gagner, je crois, 2-1 et tout. Et dans le vestiaire, M. Jérémy Djitap nous a dit, vous ne connaissez pas le football. Le football, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est-à-dire que c'est le résultat qui compte à la fin. Il n'y a plus de petite équipe aujourd'hui. L'entraîneur marionnette qu'on a là, lui-même, il a déclaré qu'il était content du résultat. Pourquoi le président vient dire que lui n'est pas content du résultat? Le résultat, c'est ce qu'on est allé chercher, c'est-à-dire la victoire, 3 points, 1 point barre. Mais vous savez qu'aussi bien, plein de Camerounais pensent finalement comme Samuel Eto'o-Fils que le match, que les Camerounais n'ont pas eu. Et puis, il y a eu confusion de rôle, Madame Léla. Nous étions là, je parle sous votre contrôle, dans le cadre d'un match éliminatoire pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Oui. On ne parlait pas de Coupe du Monde, on ne parle pas de Coupe du Monde là. Mais comme tout son esprit est déjà focalisé vers le Qatar, parce qu'il a envie de faire son petit business au Qatar, de dire qu'il va au Qatar, qu'il ne part pas, il nous ramène l'histoire du Qatar. On ne parlait pas de Coupe du Monde. Ça, c'est un match pour la Coupe d'Afrique. Sauf que c'est la même équipe qui va au Qatar, c'est la même équipe. Mais c'est quoi son business? Ça ne relève pas de lui, c'est l'entraîneur qui répond de l'équipe qui va aller au Qatar. Je suis désolé. C'est l'entraîneur sélectionneur. Et il n'est même pas seul aujourd'hui, parce que vous avez autour de M. Rigobertson, et celui qui a vous avez un certain Sébastien quelque chose. Voilà. Vous avez M. Augustine Simon. Vous avez même Raymond Kala. Et maintenant, on vient d'ajouter M. Mboma, enfin, dans l'entourage. Hein, tous ces gens, ils ont chacun un peu leur mot à dire autour de l'équipe. Mais aujourd'hui, moi, je m'en prends véritablement au manager sélectionneur, M. Rigobertson. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. Nous avons besoin de redéfinir la politique sportive de mon pays. Parce que aussi, l'équipe nationale, moi j'ai entendu M. Eto'o qu'il était assis là, il disait qu'il était le meilleur. Qui lui a dit qu'il était le meilleur de toutes les générations des Lions indomptables? Qui lui a dit ça? Non, je suis désolé. Il a dit pendant oui, il a dit qu'il était le meilleur pendant qu'il était assis là. Il n'a pas besoin de tenir un tel discours. Parce que s'il continue sur cette lancée, on sera bien obligé de déballer bien de choses. Je crois qu'il faudrait vraiment qu'on le recadre assez rapidement. Les sélections aujourd'hui, ça ne doit pas être d'abord une affaire de clan, comme cela a été du temps où il était joueur. C'est pour cela qu'il faut qu'on retourne rapidement à l'orthodoxie. L'orthodoxie, c'est qu'il va falloir que dans la prochaine République qui arrive, la politique sportive soit refondée véritablement aujourd'hui. Parce que ce type de scène, c'est la résultante de ce qu'en réalité le Cameroun aujourd'hui fonctionne sur pilotage automatique. Chacun essaie de faire ce qu'il veut dans son domaine. C'est ça le problème fondamental. Parce que l'État doit pouvoir réguler tout cela, doit contrôler. Parce que M. Rondi rappelait tout à l'heure que bon, on ne perçoit plus la présence de M. Mouele-Kombi dans les vestiaires. Bon, mais il peut quand même être présent parce qu'en tant que tutelle, même s'il ne vient pas dans le vestiaire. Au moment où la tutelle était omniprésente. Non, on ne lui demande pas de rentrer dans le vestiaire, mais il doit tirer la sonnette, c'est-à-dire qu'il doit contrôler, parce que la Fédération de football du Cameroun exerce une mission de service public. Elle a reçu délégation de l'État du Cameroun pour diriger le football camerounais. Donc c'est une mission bien importante qui concerne la République, et cela ne doit pas rester entre les mains de gens qui viennent faire leur one-man show. C'est pour cela que je suis révolté par cela, parce que le football, même si tout à l'heure j'ai dit un peu dans un air un tout petit peu assez dur que ça ne représente rien, mais malgré tout ça représente aussi beaucoup pour le Cameroun. Merci, ça c'est vrai. Yves Abama, est-ce que la colère de Samuel Eto'o-Fils, elle était justifiée? Oui, je voulais d'abord faire une précision, c'est que je ne suis impressionné par rien. Je dis bien rien. Les discours que j'entends autour de la table, et je ne suis impressionné par rien. Je préfère ne pas en dire plus. Je voudrais poursuivre en disant que je suis stupéfait. Je suis stupéfait par ce que j'entends. D'abord, l'entraîneur national, le sélectionneur national, il est traité de marionnette.
le football, ça vaut rien. Après, on revient et dit totalement le contraire. Samuel Eto'o, c'est blablabla. Je rappelle que Samuel Eto'o, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, on n'a pas eu un footballeur comme ça. D'accord? Il est à sa place et il n'a pas volé tout ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Il n'a rien volé. On n'a pas deux Samuel Eto'o, on a un Samuel Eto'o. Et il parle, quand il parle dans ce vestiaire-là, il parle d'autorité. Il parle d'autorité. J'entends dire que le coach qu'on traite de marionnette ici aurait croisé les bras. Il ne faisait qu'écouter. Mais moi, j'ai vu une image du vestiaire de l'équipe de France. Je suis sûr que vous avez vu cette image. Quand le président Noël Le Graët parle aux joueurs, vous avez vu la posture de Deschamps. Il était comment? Deschamps était comme ça, comme un enfant. Il écoutait. D'accord? Pourquoi ce qui se fait ailleurs ne peut pas se faire au Cameroun? Parce que c'est tôt, parce que les gens ont des petits problèmes personnels. Non, mais sont sérieux. Tout ce que j'entends autour de la table là, rien sur la critique, sur la gestion du football, rien sur sa manière de gouverner la FECAFOOT depuis qu'il est là. Tout, ce sont des attaques personnelles. Sortons des attaques personnelles si on se réclame de certaines postures politiques et je ne sais trop quoi. Il faut qu'on élève le débat. On ne va pas à chaque fois venir faire des débats de personnes comme la tête d'Eto'o. Apparemment, le nom d'Eto'o, c'est un nom qui se vend. Dès qu'on veut paraître sérieux, il faut dire non, Eto'o, il est mauvais, il a fait ci ou ça. Je reconnais une chose, c'est que, à mon humble avis, ce discours n'aurait jamais dû sortir des vestiaires. Jamais. Si, oui. Il n'aurait pour moi... Excuse-moi de te couper et de te tutoyer, oui. Mais je l'ai dit dès ma première prise de parole, c'est là tout le problème. Oui. Quand tu dis, comme appendice, le discours n'aurait jamais dû... Le discours a été fait pour qu'il sorte. Justement, c'est ce que Sam disait tout à l'heure. s'il te plaît, ce reproche-là, avant d'arriver ici, j'étais sur un autre plateau, et c'est un reproche que moi, personnellement, je fais à Samuel Eto'o. C'est-à-dire que le fait d'avoir laissé que ce discours sorte. Non, vous voyez? là encore, je te ou alors le fait d'avoir organisé. Il a conçu le discours pour qu'il sorte. Voilà, le fait de l'avoir publié, pour moi, c'est le plus gros reproche que je lui fais. C'est-à-dire que ces joueurs méritent qu'on leur parle durement, mais à huis clos. Vous voyez, Samuel Eto'o a la légitimité sportive, il a la légitimité politique, il a gagné l'élection. Et vous avez dit comment les Camerounais l'aiment. On connaît tout ça. À l'intérieur des vestiaires, il aurait dû leur dire ces choses dures sans donner la possibilité qu'elle fuite. Moi, je n'aurais pas de problème à ce niveau. Maintenant, je voudrais vous dire, j'ai essayé de m'amuser un peu sur les réseaux sociaux à aller écouter ce que les autres, les pays étrangers, les supporters des autres équipes nationales disent après le discours de Samuel Eto'o. C'est chacun qui dit non, il nous faut Eto'o ici, il faut tel. On dit tout à l'heure, j'ai entendu dire autour de la table que Eto'o aurait été une grosse tête. Apparemment, il aurait posé beaucoup de problèmes à l'équipe nationale. Ce n'est forcément pas faux. Peut-être Samuel Eto'o parle comme ça parce qu'il sait qu'il y a des joueurs à qui il faut dire un certain nombre de choses. D'accord? Peut-être il se dit qu'à son époque, à lui, il n'avait pas un contrepoids. Maintenant, il faut qu'il soit le contrepoids de toutes les stars qui ont été citées ici. Et effectivement, ce sont des stars de l'équipe nationale. D'accord? Il ne faudrait pas que les joueurs viennent à l'équipe nationale avec l'idée que je pourrais avoir un titre foncier. Si on se regarde bien dans on se dit un certain nombre de choses. Vraiment, est-ce que nos joueurs se sont donnés à fond? On a gagné, oui. Le résultat compte, c'est bon. Mais est-ce qu'on n'a pas le sentiment que ces enfants pouvaient faire plus? C'est le sentiment que Samuel Eto'o a. Et c'est ce plus qu'il est en train de demander. D'accord? On peut ne pas aimer la forme. Parce qu'il y a une autre chose que je n'ai pas appréciée, toujours dans son discours. Je n'ai pas apprécié ça fait beaucoup déjà. l'usage... Non, ça fait pas beaucoup. Je n'ai pas apprécié l'usage un peu trop répété du moi. Vous voyez? Okay. Il lui était bon que Samuel Eto'o essaye un peu d'effacer son moi pour mettre en avant le moi de ses joueurs. Ça c'est psychologique. Vous voyez? Parce que si vous vous tenez devant des gens à qui vous dites à chaque seconde, moi, ils peuvent vous trouver fatigant. Il faut mettre la pression, c'est à eux. Il faut mettre la pression en utilisant le vous, le tu. C'est à eux que Samuel Eto'o doit parler. Donc je voudrais sortir la discussion en disant que, au-delà de ces deux reproches, un, la diffusion dans l'espace public, deux, l'usage trop personnifié du moi, vraiment au-delà, sur le fond, je suis totalement d'accord avec lui. Quel était l'objectif de faire fuiter finalement cette vidéo? On ne peut même pas parler de fuite. Si bon, vous en fait, ils disent que, et je suis d'accord avec eux quand ils disent que ça a été, ça n'a pas fuité, c'est parce que quand il vient quand même avec un micro, et tel que ça s'est présenté, effectivement, c'était fait pour être rendu public. Peut-être l'objectif, vous savez, au-delà du football, Samuel Eto'o a eu la particularité de mettre les pieds
il est sur un terrain politique, même si pour le moment c'est la politique sportive. Et là où nous sommes, nous savons tous au Cameroun que Samuel Eto'o que nous voyons là, en fait, pour des gens comme moi, il est de passage à la FECAFOOT. D'accord? Il est de passage à la FECAFOOT. Il a des objectifs beaucoup plus élevés. Il est de passage. Et il donne, c'est-à-dire que peut-être c'est la justification de la diffusion de cette vidéo, il essaie de donner des garanties à ce qui pourrait lui être utile demain. Vous voyez, au-dessus de Samuel Eto'o, il y a la CAF. Au-dessus, il y a la FIFA. Et c'est un monsieur qui est ambitieux. D'accord? Il y a peut-être le Cameroun, la présidence. Bon, c'est ce que les gens disent. Bon, Samuel Eto'o, j'ai même peur de dire que c'est un de mes camarades. Donc, je dis que il a des ambitions tellement élevées et il sait qu'à tout moment, il aura besoin des soutiens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc, il faut qu'il se positionne face à tous ces soutiens, face à toutes ces personnalités, face à tous ces intérêts, parce que le football, ce sont des gros intérêts, qu'il se positionne comme quelqu'un de crédible, un capitaine qui peut frapper du poing sur la table quand ça va mal. N'oubliez jamais qu'une des qualités d'un gestionnaire, c'est d'accepter de se faire détester. Hein. Et il a dit, au moment où il parle à ses enfants, il a dit, il sait que beaucoup dans leur tête se disent, ah, c'est un salaud, mais il assume ça. D'accord? Il assume parce qu'il se dit que ce qu'il y a derrière, c'est quelque chose de plus grand. Vous voyez? Donc vraiment, au-delà de tout, Eto'o est très bien intentionné. Il peut arriver qu'il y ait des ratés dans la communication, oui. Mais heureusement pour nous, parce que j'ai vu une sortie de Karl Toko Ekambi qui a été citée autour de cette table. Oui. J'ai vu sa sortie sur les réseaux sociaux et il n'a pas mal pris le coup de gueule de son président. Et il a même promis qu'ils vont donner un peu plus. Vous voyez? Donc ne tenons pas des discours qui vont faire que la tanière soit en feu. Parce que apparemment l'intérêt de certains dans ce pays, c'est que partout, il faut que ça brûle. Si ça ne brûle pas à l'équipe nationale, certains ne seront pas fiers sur la scène. Non, c'est pas bon. Allez-y, François. Alors, moi, j'ai 2 ou 3 choses à dire. Oui. La première concerne d'abord les panélistes. Moi, je crois qu'il ne faut pas s'offusquer du verbe corrosif de Sam Saverango. Le Cameroun a besoin de personnalités comme celle-là. Et tout comme le Cameroun a besoin des personnalités comme M. Yves Abama. Oui. Parce qu'il est jeune, il a la mesure, il sait nuancer son propos. Et je crois que c'est très important. À côté, il y a des gens beaucoup plus robustes, vifs, à l'aide. Il ne faut pas s'offusquer de ce que Sam parle comme ça. Il cumule une grosse expérience dans le milieu, il cumule une expertise et il faut aussi savoir écouter ceux qui ont une expertise à partager. Justement, le problème aujourd'hui au Cameroun, c'est qu'on est resté dans une léthargie intellectuelle qui a duré trop longtemps du fait de votre parti. Moi, je considère toujours ce pays comme un pays qui est sclérosé, où la parole est difficilement libérée. Du coup, quand on veut s'exprimer, nous sommes de choisir son camp. Et je dis, c'est très dangereux dans un espace public. Pas forcément. On peut, laisse-moi aller jusqu'au bout, on peut s'aménager des interstices, moi j'appelle ça des zones grises, pour développer une pensée sereine, une pensée beaucoup plus élevée. C'est ce que j'ai essayé de faire, moi, à travers cet ouvrage, qui a 416 pages sur Samuel Eto'o, et que j'ai intitulé L'Ange et les démons. Je crois que si vous lisez mon ouvrage modestement, je ne vais pas en faire plus en matière de publicité, vous comprenez mieux ce qu'on a pu voir l'autre jour. Samuel, c'est quelqu'un qui, dès le départ, je l'ai toujours dit, se croit en mission. Il se croit en mission, il se dit en mission, et il se dit, il est très croyant, et il estime qu'il est venu accomplir une mission sur terre. Et qu'il y a des gens qui l'empêchent à des moments de sa carrière ou de sa vie d'accomplir. C'est ces gens que moi j'appelle, que lui il appelle les démons. Sauf que Samuel aussi, quand on le voit, il a ce que moi j'appelle ses petits démons qui le hantent, qui est son trop grand ego, qui est sa quête de pouvoir. Samuel, c'est un complete package. C'est comme ça qu'ils ont. Vous prenez le tout, vous ne prenez rien. Oui. Si vous voulez de Samuel comme dirigeant du football camerounais, vous allez voir des scènes comme celle-là à profusion. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'il faut lui donner carte blanche. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure l'épisode du ministre. Il veut avoir les pleins pouvoirs, les assumer après pour en répondre. Et vous voyez, Samuel n'aime pas perdre. Il ne perd presque jamais dans sa tête. Ce que vous avez vu aussi l'autre jour, c'était comme une revanche. Une revanche des épisodes que Sam a longuement cités précédemment. Quand je le dis, quand vous voyez tout ce qu'il y a eu comme bagarre dans la tanière de son temps, et que vous voyez sa posture à la fin aujourd'hui,
c'est une façon de dire, il y a eu ces bagarres, je suis vainqueur, je suis debout, j'ai gagné, j'ai pris le dessus. Les Camerounais ont une relation quasiment fidèle. Il s'est présenté comme un messie, comme un sauveur. Il a des gens qui l'empêchent. Et les Camerounais l'acceptent comme tel, il faut le dire. Ils estiment que Samuel a cette légitimité-là. Du coup, quand vous vous mettez au travers de son chemin, eh bien, vous êtes traité comme celui qui empêche de... Moi, j'ai fait 416 pages où je raconte sa vie, où je raconte ses exploits, mais simplement du fait que j'ai voulu nuancer, comme tu l'as fait tout à l'heure, eh bien, c'est soit on te classe d'un côté, d'un camp ou de l'autre. Alors que, comme je répète, il faut des zones grises, il faut pouvoir avoir des espaces où on développe une parole beaucoup plus sereine, beaucoup plus nuancée, comme tu l'as fait tout à l'heure. D'accord. Sam? Oui, de toutes les façons, vous savez, Charles Ateba Yéné, il avait bien théorisé ce que j'évoquais tout à l'heure, en matière d'imposture, parce qu'au Cameroun, on choisit souvent de faire des valeurs, des non-valeurs, une valeur. Bon, c'est pas bien grave. Moi, je ne suis pas venu ici, en réalité, pour me mettre en valeur, mais pour le cas précis du sujet qui nous concerne, je pourrais aussi parler d'autorité. Parce que quand même, c'est plusieurs années, vraiment, à travers le monde, tous les continents, aux côtés de ces gens-là. Donc, à la limite, j'ai envie de dire, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Monsieur n'est pas géomètre. Quand je parle des choses de Samuel Eto'o, vraiment, il peut quand même reconnaître minimalement. Il est Camerounais, oui, et il suit la carrière de Samuel Eto'o. Il suit, mais moi, je suis bien plus proche. Je suis à l'intérieur. C'est moi qui m'intéresse à vous. Vous intéressez à moi. Avançons. Donc, je voudrais qu'on convienne de ça. C'est important. Chacun doit être à sa place. Il faut combattre cette république, finalement, où il y a le tout venant qui se retrouve partout, où on dit tel n'est rien. Non. Moi, je ne suis pas en train de dire ici que son n'est rien et ton n'est rien. Non. Je suis en train de les recadrer parce que c'est mes amis. S'ils sont entre ici maintenant, on s'appelle Mot, on s'embrasse, vous ne le savez pas. Mais je dis que je ne suis pas content de la manière avec laquelle il se laisse avaler par le président. Parce qu'en réalité, il ne lui permet pas, lui, la forte tête, le grand capitaine qu'il a été, de bien assumer sa fonction. Et en cela, je fais beaucoup plus œuvre utile que vous qui êtes dans la flagornerie. Parce que moi, je n'attends rien, finalement. À mon âge, avec mes expériences, je suis un pourfendeur des choses qui sont tordues. Quand c'est tordu, je dis que c'est tordu. Vous essayez de faire des discours veloutés et tout. Un coup, vous dites, bon, j'aurais quand même aimé qu'il fasse ceci, qu'il dise. Non, dites que monsieur Eto'o n'a pas besoin de parler comme ça à des professionnels. Un point, un trait. Parce qu'il est à la norme. Et ce qui est anormal. La norme, c'est quoi? La norme, c'est que vous êtes un dirigeant, vous avez une place. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans tout le pays. Donc le complete package que vous évoquez, non, ça ne marche pas comme ça, parce que c'est une institution d'essence républicaine, je dois répéter. C'est une association qui a une mission publique. Donc, véritablement, il va falloir qu'autour de lui, il y ait des séances. Mais je suis désolé, parce qu'il n'écoute jamais personne. Il n'y a personne pour lui dire que, monsieur, on ne fait pas comme ça. Parce que, monsieur le directeur de la communication, qui dirige sans doute Fecafoot TV, qui lui place le micro-cravate lorsqu'il rentre dans le vestiaire, n'avait pas vocation à le permettre. C'était précisément à lui, le conseiller en communication, de dire qu'on n'a pas besoin de ça. Même si vous avez... de le dire à Samuel. Ah, c'est difficile de le dire à Samuel. Donc, en fait, la faute revient à M. Obama, c'est ce que vous dites? En partie, c'est-à-dire ceux qui ont organisé cette communication. Parce que même si moi je ne suis même pas d'accord que même à huis clos, on ne parle pas à des professionnels à ce niveau-là. Ce sont des professionnels qui ont des vies, qui sont à des niveaux très élevés. Tu ne viens pas leur dire que vous n'avez pas votre place, alors que ce n'est même pas votre rôle. Donc, finalement, je pense qu'il va bien falloir qu'on... Mais vous occultez le fait que Samuel Eto'o a également parlé de son trop grand amour pour le Cameroun, et que c'est finalement cela qui motive cette prise de parole, son amour pour le Cameroun. Moi, je n'en doute pas de son amour. C'est peut-être le même amour que vous-même, vous avez pour le Cameroun. Donc ça, c'est une technique de communication. Parce que quand il a fini de tout gâter, il veut dire, ouais, je peux donner même ma vie et tout. Et tout le monde pense que finalement, il est très, très amoureux du Cameroun. Non. Très franchement, je pense que tout le monde aime Eto'o. Il y a un groupe d'artistes qui avait chanté ça. C'est-à-dire, Longuet avait réussi à regrouper les Majouaï, les Pierre Didi Tchakounte et tout. Tout le monde aime Eto'o. C'est-à-dire que, y compris moi-même. Moi-même, j'aime Eto'o. Mais moi, j'aime Eto'o qui est droit. Quand Eto'o n'est pas droit, moi, je ne l'aime plus du tout. Donc, je veux qu'il soit droit parce que c'est un champion. Parce qu'il a réussi. Parce que moi, j'appartiens moi-même à la catégorie des champions. Quand vous êtes un champion, vous êtes né avec quelque chose, un don de Dieu, qui vous permet finalement d'être très, très utile à votre nation. Maintenant,
ce don-là peut être dévoyé par un ensemble de choses et c'est pour cela qu'il faut des mécaniques d'encadrement qui permettent à ce qu'on puisse bien utiliser son génie, que ça n'aille pas dans tous les sens. Je propose qu'on prenne la réaction. Je voudrais dire Oui, quelque chose, oui, oui. s'il vous plaît. Avant qu'on ne prenne cette Oui. réaction de Joseph Désiré Diop. Ah, oui, je voudrais dire que il y a quand même des choses extraordinaires qui se disent et puis les titres de seigneurie que les uns et les autres revendiquent, c'est quand même impressionnant. Est-ce que vous savez que personnellement, ici, Samuel Eto'o, je n'attends rien de lui, je ne le connais pas. D'accord? Je n'espère même pas qu'à la sortie de cette émission, il m'appelle pour me dire quoi que ce soit. Donc, quand on le critique, on dit on n'est pas d'accord avec lui ici, on est d'accord avec lui là. D'accord? C'est pas pour des intérêts. Je comprends que certains ont l'habitude des petits couloirs, ils font ces choses, ils se disent que c'est le terrain de jeu de tout le monde. Tout le monde n'est pas là-dedans. Vous voyez? J'ai toujours critiqué Samuel Eto'o quand il était dans l'équipe nationale. Pour moi, il était parmi les gens qui faisaient des problèmes. D'accord? Maintenant que ce grand joueur qu'on a eu, c'est-à-dire que combien de pays peuvent se vanter d'avoir eu un Samuel Eto'o? Combien de pays? Et il vous l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un package. Ou vous prenez tout, ou vous ne prenez rien. Est-ce que vous savez ce que ce monsieur, seulement à partir de son nom, peut apporter au football camerounais? C'est ce que nous autres nous regardons. Il a dit tout à l'heure, le football dans ce pays, c'est rien, mais c'est une ignorance totale pour quelqu'un qui se présente comme un politicien. Est-ce que vous savez que le football bien organisé est un vivier d'emploi? Après, il a quand même dit... Après, Non, il relativise. Non, après, il est revenu quand même. Si quelqu'un vous dit qu'il est président d'un parti politique, ça veut dire qu'il a l'ambition de diriger un pays et qu'il mette le football de côté seulement en termes d'emploi. Je laisse même l'économie industrielle du football. Je parle seulement d'emploi. À un moment, il faut être conséquent. Il ne faut pas venir à la télévision pour tenir des discours dans le sens de régler des comptes. Je ne sais pas si les gens ont des problèmes alimentaires et ils veulent régler les comptes. Je ne sais pas si c'est le cas. C'est ordurier, ça. Non, je ne m'adresse pas à vous. Je ne m'adresse pas à vous. Très petit monsieur. niveau. Je ne m'adresse pas à vous. Messieurs, Si des gens ont des problèmes alimentaires, les gens les qu'ils crient, essaient de les régler. Mais qu'on ne vienne pas nous dire ici qu'on n'a pas le droit de dire ça. Oh, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Mais mon Dieu, je peux voir les acquis, les attributs des géomètres, transport des uns et des autres ici. Mais attention, attention, on se revendique champion, les champions de quoi? C'est champion de quoi tout le temps? Revenons, ce n'est pas un débat de Oh là là. personne. Champion de quoi? Je Je suis sûr. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat entre lui et moi. Voilà. C'est pas un débat entre lui et moi. Et puis, il n'est même Du président de la fédération après le match contre le Burundi, je pense que c'est d'abord la réaction d'un footballeur, d'un ancien footballeur de haut niveau, de très haut niveau, qui a exprimé sa frustration. Il est certes aujourd'hui président de la fédération camerounaise de football, jeune, très jeune président de la fédération camerounaise de football. Donc, je pense qu'on peut comprendre aussi, d'une part, la réaction peut-être vive qu'il a peut-être ressentie à ce moment-là précisément, concernant l'entraîneur qui a lui aussi été sportif de très haut niveau, Léon Domptable, qui est aussi ancien footballeur. Je pense que même si ce n'est pas filmé, lui-même a certainement eu une analyse à faire avec son équipe. Donc, c'est vrai que ça peut prêter à confusion. On peut penser qu'il y a peut-être dépassement de fonctions et autres. Mais aujourd'hui, le président de la fédération, donc le patron du football camerounais, qu'il est, s'exprime de sa façon. Nous, on le connaît depuis très longtemps. Donc, ses réactions en tant qu'homme, parce que je peux dire ça, ne nous surprennent pas. Maintenant, je peux comprendre que un président classique, c'est-à-dire un président de fédération qui n'a pas été forcément nécessairement un footballeur professionnel et autres, n'ait pas peut-être ce type de réaction. Mais on peut comprendre les raisons, en tout cas on peut expliquer peut-être la position ou les ressentis peut-être du président actuel, qui a certainement vu certaines choses qui ne l'ont pas plu. Désiré Diop, ancien Lion indomptable, ancien coéquipier justement de Samuel Eto'o qu'on a reçu d'ailleurs sur ce plateau il y a quelques temps. Alors,
François Odikam, on a cette sortie de Serge Bon, expert en droit, que vous connaissez certainement, oui. Serge Bon, alors, qui pense qu'à travers ce discours, Samuel Eto'o a violé l'article 49B des statuts de la FECAFOOT, l'article qui dit que les fonctions d'entraîneur sont incompatibles avec celles de président de la FECAFOOT. Monsieur Mbon pense en effet que Samuel Eto'o se serait substitué à l'entraîneur et il fait savoir que ceci pourrait nous valoir des sanctions. Oh non. Moi, je crois qu'il ne faut pas extrapoler. On l'a dit, hein, on va pas revenir dessus. Qu'un président pique une colère, c'est normal. Mais sauf que cette colère était faite pour être diffusée. Et c'est là tout le problème. Donc, qu'un président descend dans un vestiaire et puis, voilà, réprimande ces joueurs qui ont eu des écarts. Même si les mots, Sam l'a dit tout à l'heure, étaient quelquefois exagérés et pas du tout à propos. Mais vraiment, on ne peut pas lui enlever cette prérogative, sauf qu'elle a été faite dans le dessein d'être diffusée. Et d'être diffusée, pourquoi? Et puis moi, pour sortir un peu du cadre strictement sportif, regardez un peu la réaction des Camerounais d'une manière générale. Les Camerounais, c'est comme si on est arrivé à un moment où on a besoin des gens qui sont à l'œuvre, qui travaillent, qui se bougent. Parce que peut-être qu'on sort d'une très longue période de léthargie où on a l'impression que le pays, par exemple, n'est pas dirigé du tout. Et que du coup, on voit un monsieur qui se pointe et qui a l'air de prendre ses responsabilités en main. Quitte à flageller ceux qui sont là. Quitte à utiliser des propos à la limite, voilà, qui sortent du cadre. Mais au moins, on a un leader qui est à l'œuvre, qui travaille. Je crois que c'est aussi le fait du parti de mon ami, qui a longtemps installé le pays dans une période de léthargie où on ne voit jamais le dirigeant. Pour une fois, on a un dirigeant qui est à l'œuvre, qui se bouge. Les gens se disent, tant qu'à faire, on s'accroche derrière celui. Et je vous le dis, aussi paradoxal que ça puisse paraître, sa cote de popularité a plutôt grimpé, alors qu'en réalité, dans l'orthodoxie managériale, c'était une faute. D'accord. Voilà. Sam Severango, on va sortir de ce sujet. Un dernier mot peut-être? Oui, un dernier mot. En réalité, non, on doit diriger dans l'orthodoxie. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on aille en dehors des codes, finalement. C'est de cela qu'on parlait, même dans le domaine de l'Assemblée nationale tout à l'heure, où on était en train de dire que les choses ne sont pas faites comme elles devraient l'être. Je pense que une vraie nation ne devrait fonctionner que de cette manière-là. Hein? Si le football, il est vrai qu'il représente une industrie finalement pour certains grands pays, parce que si on vient faire le reproche à une personnalité de mon niveau de ne pas savoir ce que le football peut engranger, moi qui ai précisément arpenté tous les couloirs du football de haut niveau dans le monde, précisément c'est qu'on est plutôt dans tout à fait autre chose. Le football n'est pas encore dans le registre de l'industrie précisément au Cameroun, parce que toutes les belles promesses qui ont été formulées sont restées lettres mortes. Donc pour l'instant, nous voulons précisément aller vers une modernisation, une professionnalisation qui permettra à ce que chaque acteur du football soit à sa place pour que les uns et les autres puissent en bénéficier. J'ai entendu de la part de la nouvelle équipe à la fédération qu'on va prendre le soin de rémunérer les footballeurs à travers une convention qui a été signée avec la CNPS. Ce n'est pas le rôle de la fédération. C'était une proposition qui émanait à l'époque de l'association des footballeurs camerounais de David Mayebi, à laquelle j'avais travaillé comme directeur de la communication, où on envisageait déjà effectivement de faire des contrats aux footballeurs, et ça relevait de quelque chose qui émanait du syndicat des footballeurs en question avec les présidents de clubs. La Fédération camerounaise de football n'a pas vocation à rémunérer les footballeurs. Première faute. La Fédération camerounaise de football n'a même pas vocation à construire les stades. Même la construction des stades ne relève pas statutairement de la Fédération de football. Les missions qui sont assignées à la Fédération de football sont reconnues ou bien aux fédérations dans le monde entier. On ne va rien inventer. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui de la part de la nouvelle équipe? Monsieur a voulu qu'on en parle. Tous les voyages systématiquement des sélections nationales confondues, que ce soit les femmes, les cadets, les juniors, les espoirs. Vous voyez la dame qui est vice-présidente, elle est dans tous les avions des voyages des sélections nationales. Ce n'est pas leur rôle, finalement. Ces choses-là ont été contestées à l'époque par M. Guiba Igatama, un des membres du comité exécutif qui est sorti de là, parce qu'il estimait que les choses ne sont pas respectées au niveau de l'orthodoxie. Il y a eu un ensemble de choses dénoncées par l'ancien secrétaire général qui est parti.
parce que effectivement, il a dit, on n'est pas dans quelque chose qui doit ressembler à de la dictature où on écoute une seule voix. C'est une administration qui a ses règles. Vous avez beau être le président qui a la signature, mais il y a des cadres. Aujourd'hui, moi, je suis à la tête d'un mouvement où il y a des mécanismes de dévolution et d'exercice du pouvoir. C'est de cela dont il est question. Il n'est pas question de nous invoquer ici le complete package parce que le personnage est une forte tête qui veut tout. Non. C'est d'un pays dont on parle ne parle pas d'un Gambais, du village Gambais. On ne gère pas l'épicerie. On parle du Cameroun. C'est pour cela que vous allez me tuer. Tous les Camerounais ont beau être, je ne sais pas, du côté de la star. C'est ce que j'avais dit justement à STV à l'époque dans l'émission Entretien. Samuel, c'est une star qui veut attirer la lumière sur lui tout le temps. Donc, vous ne pouvez pas le confiner à un rôle de dirigeant. Voilà là où on en est aujourd'hui. Parce que lui, il a toujours besoin que le micro soit orienté vers lui. Et c'est ça le grand malheur, finalement. Mais s'il avait été bien entouré, c'est-à-dire que s'il avait lui-même eu l'oreille beaucoup plus fine, c'est pour ça que M. Ronding, à ce niveau, je vais quand même relativiser votre propos, hein, parce que vous, dans votre posture de professionnel, vous avez la latitude de dire, en tant qu'auteur également, que voici comment les choses doivent se passer. Il faut quand même qu'on apprenne aussi au Cameroun à faire les choses normalement. On ne peut pas dire, ok, on laisse passer, parce que non. Il faut qu'on fasse les choses normalement. L'image qui a été excipée tout à l'heure de M. Noël Le Graët dans le vestiaire, mais c'est de la manipulation. Monsieur Le Graët, parce que j'ai vu cette photo également défiler, Monsieur Le Graët en réalité n'était pas là pour aller faire des admonestations aux joueurs dans le style qu'on a vu de notre président. Effectivement, ce n'était pas ça. C'était tout à fait autre chose, finalement. Vous n'entendrez pas ce type de discours. Et puis cette omniprésence qui a commencé même depuis la CAN à laquelle on vient d'assister quand même. Où vous avez un président de fédération qui est partout, tout le temps, dès que le match finit, il est là, il est à l'hôtel, il est à la porte de l'hôtel. Et il y avait même quelque chose que vous n'avez pas souvent dû remarquer. Il vient se mettre à la porte de l'hôtel, embrasser les joueurs. Personne ne le lui a demandé. Personne. Ça ne s'est jamais vu au monde. Personne ne lui a reproché également. Les gens ne s'en sont pas plaints. Vous n'en savez rien, vous n'en savez rien. Moi, je vous appelle. Non, je veux faire juste une précision. Il ne faut pas quand même sortir les choses. Samuel n'est pas quelqu'un qui veut la lumière pour la lumière. Et c'est ce que je demande. Il veut la lumière parce qu'il se considère comme étant en mission pour servir. Voilà, c'est-à-dire c'est un peu comme Jésus qui dit, pour aller au Père, il faut passer par moi. Et lui, ça l'insupporte de voir que quelqu'un veuille utiliser une voix autre que la sienne, parce qu'il estime qu'il a... Vous n'avez pas comparé Samuel Eto'o-Fils à Jésus. Non, je dis... Et vous cautionnez cela, alors? Je ne cautionne pas, je décris. Je décris. Ok. Et c'est pour ça que j'ai dit, donnons-nous des espaces où on peut être lucide et puis rendre compte de manière, sans toutefois... moi, je n'ai rien contre votre propos, hein, qui est plus engagé, qui est plus corrosif. Moi, je n'en sais rien. Simplement, je dis, Eto'o ne veut pas le pouvoir pour en jouir de manière démesurée, mais c'est pour servir. Sam Sévérin avait la parole et il termine. Oui, non, je termine, même si je suis tout le temps perturbé sur ce plateau par quelqu'un qui est visiblement en mission également, commandé pour tenter de me rabattre le caca. Mais en réalité, je ne sais pas. Voilà, vous voyez. Prenez-nous au sérieux. Messieurs. Alors, vous allez parler. Messieurs, donc, vous n'êtes pas... Donc, moi, m'envoie une mission pour lui. Il représente quoi? Voilà, vous entendez. On m'envoie une mission pour lui. Vous n'êtes pas obligé, de rebondir sur tout ce Yves Abama. On m'envoie une mission pour lui. Yves Abama, je vous en prie. Vous êtes à la télé, monsieur, vous n'êtes pas... Monsieur. Je veux dire, au moins parce que je suis une dame, vous pourrez ne pas me faire crier autant. Allez-y, Sam Sévérin. Voilà, donc non, moi je suis d'accord que une personnalité de cette trempe puisse considérer qu'elle est en mission, effectivement. Mais nous disons que cette mission-là, puisque elle concerne tout un pays, et le pays c'est un ensemble, il va bien falloir que cette mission s'exécute dans un cadre bien défini. Je crois que je parle même en français facile. Tout le monde comprend, sauf certains esprits assez récalcitrants ici qui ne veulent pas comprendre. Je suis en train de dire que nous avons envie que monsieur qui se sent en mission commandée se rappelle que
Le Cameroun, les Lions indomptables, la FECAFOOT, ce ne sont pas ces choses. Pour parler comme au quartier. D'accord. Effectivement. Alors, voilà. Yves Abama, on sort de ce sujet avec vous. Un dernier mot sur la question Samuel Eto'o Fils. Oui, mon dernier mot, c'est que je reprends l'image de monsieur sérieux d'en face, de dire que Samuel Eto'o, c'est un package. On prend ou on ne prend pas. Les Camerounais ont choisi de prendre. Vraiment, à un moment, et peut-être c'est la grosse erreur de Samuel Eto'o, parce qu'on a habitué des gens au Cameroun à voir des dirigeants qui laissent toujours le chien aboyer et passent dans leur caravane. Dorénavant, on a quelqu'un, oui, c'est une technique. Non, ça c'est pour vous, c'est votre perception, ouais, mais pour nous c'est une certaine prise de hauteur. Mais on a à la FECAFOOT quelqu'un qui, à un moment donné, va descendre de son cheval, abat le chien avant de continuer. Non, pas qu'il refuse de prendre la hauteur, il abat le chien avant de continuer. Et je dis que tous les chiens qui vont se mettre, entre guillemets, sur son chemin, il va les abattre et il va continuer. Donc, Samuel Eto'o, comme vous avez dit, il est en mission. Je ne suis pas à 100% d'accord avec tout ce qu'il fait. Il serait souhaitable que son service de communication essaye un peu de filtrer un certain nombre de choses parce que quand même, il s'agit des jeunes. Il ne faut pas qu'on casse la cohésion du groupe. Mais dans sa lancée, personne ne va l'arrêter. Il est en train d'aller là, il va aller. On a dit la même chose, finalement. Nous non, on n'a pas dit la même chose. Personne ne va arrêter Samuel Eto'o. Il ira là où il va aller. Il aura les résultats qu'il aura. Et quand ça tournera mal, il assumera parce qu'il a les épaules larges. Alors, pour sortir de l'émission, messieurs, on reparle de la justice camerounaise. Le prétexte, les correspondances qui ont circulé ces derniers jours dans l'espace public mettant en rapport des fonctionnaires des impôts, mais également le directeur général du port autonome de Douala. Alors, partant de cette actualité-là, on repart avec vous, Yves Abama. Partant de ces deux actualités-là, quel est l'état de lieu que vous faites de la justice au Cameroun ? Je voudrais commencer en vous citant un écrivain polonais, Stanisław Jerzy Lec, qui avait l'habitude de dire que les procès finissent toujours par celui de la justice. C'est-à-dire que vous dites que les procès, ils se font partout, mais quand ils se terminent, c'est pas le procès de la justice. En réalité, je le dis pour vous dire que la justice, dans tous les cieux, est sujette à beaucoup de polémiques. Je ne vais pas vous rappeler ici un propos de La Fontaine. C'est une fable, le titre c'est « Les animaux malades de la peste ». La Fontaine nous dit « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. » D'accord ? En fait, je rappelle ces principes pour dire que la justice est problématique. La justice a toujours eu une indépendance querellée. Et quand je ramène ça au contexte camerounais, effectivement, je refuse d'entrer dans les affaires que vous citez parce que ce sont quasiment des affaires en cours. Je ne vais pas les commenter. Mais un citoyen camerounais normal ne peut pas ne pas s'interroger. C'est-à-dire que forcément on s'interroge, on se dit, bon, pourquoi faut-il qu'on en arrive là? Est-ce que à un moment, ça fait preuve, ça donne de la sérénité aux citoyens lambda? Et vous savez que, sans faire dans la langue de bois, si vous interrogez les Camerounais dans la rue, le sentiment qu'ils ont vis-à-vis de la justice, ça pourrait aller dans le sens de ce que dit La Fontaine. Vous voyez? Or, ailleurs, parce qu'on aime bien faire des comparaisons, ailleurs, effectivement, il y a toutes ces batailles. La justice aussi subit des influences politiques, des influences dans le milieu des affaires, mais avec cette particularité que les citoyens, quand même, se sentent un peu proches, ils se reconnaissent dans ces justices-là. Et c'est ce que nous demandons à la justice de notre pays. Nous demandons à la justice de notre pays d'essayer de travailler un peu plus pour que le citoyen lambda n'ait pas le sentiment qu'elle lui est distante. Il faut que les Camerounais aient le sentiment que la justice est là pour rassurer. Et pour que ce sentiment soit, non seulement on doit éviter un certain nombre de correspondances sur la place publique, parce que parfois, nous, on se dit, bon, si entre les grands, ça se passe comme ça, qu'en sera-t-il si peut-être c'est le petit Abama, c'est le petit tel autre qui est dans la même situation? Vraiment, tout ça n'est pas rassurant et nous souhaitons vraiment que le gouvernement prenne ses responsabilités sur ce point-là pour essayer de remettre de l'ordre dans la maison. Au regard de ces correspondances justement qu'on a pu voir sur la place publique, indépendance de la justice.
je vais revenir sur ce que j'ai dit en entrée quand il s'agissait de parler de l'Assemblée nationale. Oui. On est dans un pays à un exécutif totalitaire, une hyper-présidentialité qui fait en sorte que la justice est réduite est devenue un bras séculier, très souvent pour régler des comptes, très souvent pour abattre des adversaires politiques et peut-être aussi pour soit faire chanter, soit se positionner. On ne peut pas sortir les correspondances d'un cadre macro beaucoup plus large, la place de la justice dans le système camerounais. Donc, ceci étant, vous voyez aujourd'hui, par exemple, des gens qui sont libérés juste parce qu'il y a eu des injonctions supérieures qui ont demandé à ce qu'on les libère. Celui même qui a semblé, le ministre de la Justice, il faut ne pas le nommer, M. Issou, qui a semblé vouloir se porter en garant de l'éthique judiciaire, c'est lui-même illustré à plusieurs reprises comme celui qui est comme un pourfendeur de la justice ou bien même des décisions rendues par l'État. Vous avez un Conseil national de la communication qui rend des décisions et vous avez un monsieur qui est un magnat de la presse camerounaise, entre guillemets, qui est son ami, qui lui est proche, qui utilisait la justice, qui utilise systématiquement la justice camerounaise pour casser des décisions rendues par le Conseil national de la communication. Cette chaîne de télé n'a jamais exécuté une seule sentence du Conseil national de la communication, simplement parce qu'elle peut utiliser sa proximité avec l'appareil judiciaire pour inverser la tendance. Moi, je crois que dans un État que l'on présente comme un État de droit, c'est quasiment scandaleux. Et sortir simplement les correspondances pour pouvoir débattre d'un problème comme ça me paraît erroné. Il faut reposer le problème au centre du jeu. Regardez quelle est la place de la justice dans la mature décisionnelle au Cameroun. Sam Severango, vous êtes justement un justiciable. Est-ce que la justice telle que rendue aujourd'hui au Cameroun satisfait vos attentes? Précisément, vous dites que nous sommes tous justiciables. Bien et sûr. Cette justice, elle est normalement rendue au nom du peuple camerounais. Oui. Bon, maintenant, on peut se poser tous la question, est-ce que c'est la réalité? Bon, je ne veux pas complètement dire que nous avons une justice totalement inféodée à l'exécutif ou alors une justice qui ne fait pas de temps en temps bien quelques efforts. Il y en a quand même parmi vraiment les magistrats qui sont directement liés au corps judiciaire, qui font beaucoup pour essayer quand même de donner le sentiment qu'on n'est pas complètement perdu, abandonné. Mais le Cameroun aujourd'hui ne peut pas finalement passer pour être un état de droit, donc ce qu'on appelle état de droit, stricto sensu. Il a parlé de quelque chose qui me vient à l'esprit également. Nous sommes un état de type totalitaire, une petite dictature, monarchie républicaine, on peut trouver beaucoup d'autres vocables. Et c'est pour cela que si tous les pouvoirs d'État sont concentrés entre les mains d'un seul homme, c'est-à-dire le chef de l'État, qui est aujourd'hui chef de l'exécutif, qui contrôle le législatif, qui est en même temps le président du Conseil supérieur de la magistrature, vous voyez à ce niveau-là, véritablement, le patron de la justice au Cameroun, ce n'est même pas le garde des Sceaux. Finalement, c'est le chef de l'État encore, qui est le patron de tout. Parce qu'au Cameroun, peut-être bientôt, on verra le président nommer les proviseurs de lycée. Parce qu'il est au centre de tout. Et lorsqu'aujourd'hui, comme c'est le cas de ce à quoi on est en train d'assister, où le chef de l'État n'est finalement plus visiblement en capacité de tout contrôler, eh bien on est mort. Chacun profite donc pour faire ce qu'il veut. Alors, la situation du Cameroun est celle-ci. En ce moment, dans les luttes de pouvoir pour le contrôle de la transition qui se joue, parce que là également, je ne dirai pas toutes les informations en ma possession sur ce plateau, mais tout au moins, je vais vous renseigner pour le bien de vos téléspectateurs que la lutte qui se joue, par exemple, entre le secrétariat général à la présidence de la République et le ministère de la Justice, avec les principaux occupants de ces deux entités, nous pose un vrai problème précisément dans les mécanismes de fonctionnement de l'appareil judiciaire. Pourquoi ? Le SGPR est statutairement au Cameroun le patron de tous les OPJ. C'est-à-dire, il est le patron du secrétariat d'État à la gendarmerie, le CED. Il est le patron de la délégation générale à la Sûreté nationale. Donc tous les policiers du Cameroun, y compris le premier d'entre eux, Martin Bargangele, font allégeance au SGPR. Et les policiers et gendarmes sont les officiers de police judiciaire qui normalement doivent diligenter les enquêtes. Conséquence, lorsque nous sommes en présence d'une situation délicate comme celle
du directeur général du port autonome de Douala, condamné à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 163 millions, quelque chose dans le genre, et que le TPG de Douala refuse le paiement des 163 millions qui avait été fait par le port de Douala au motif que ce n'est pas le port qui a été condamné et que c'est M. Cyrus Ngo Intuiti Personnel qui a été condamné et que finalement aujourd'hui la justice essaye de faire payer cette amende-là et déclenche, écoutez bien, le processus d'arrestation de M. Cyrus Ngo pour exécuter le mandat de dépôt qui doit l'amener finalement à payer parce qu'il n'a pas dû payer les 156 millions au trésor public. On est coincé parce que si l'ordre vient de celui qui est le président de tous les policiers et gendarmes du Cameroun, que vous n'arrêterez pas ce monsieur, eh bien on est coincé, même si l'ordre de le faire arrêter a été donné par celui qui contrôle les magistrats, c'est-à-dire le garde des Sceaux, ou bien le magistrat, ou bien le procureur général. C'est ça qui rend la situation difficile aujourd'hui dans les luttes de pouvoir auxquelles on est en train d'assister. Parce que la justice, et je termine par là pour cette première prise de position, est précisément la chose sur laquelle est adossé le fonctionnement normal d'un État. Aujourd'hui, nous n'avons pas le sentiment que l'État est géré selon les principes cardinaux d'un État de droit. Donc, il va falloir aller redéfinir tout cela. Bon, peut-être pour pas que je fasse dans du populisme politicien, pour que je ne me fasse encore taper dessus, mais on est bien obligé de reconnaître que tout se joue à ce niveau-là. Parce que lorsque vous avez tout perdu, en matière de santé, en matière d'éducation, mais surtout en matière de droit, eh bien, le pays est à terre. Donc, il faut très rapidement, si on peut leur faire une préconisation, pour qu'on ne soit pas la risée du monde, qu'on donne encore le sentiment que l'état de droit peut être sauvegardé et préservé à travers ceux qui ont l'appareil entre leurs mains. Yves Bema, parlons de la séparation de pouvoir justement sur le plan fonctionnel au Cameroun. Vous êtes satisfait? Bon, sur le plan fonctionnel au Cameroun, bon, je suis satisfait, c'est un peu difficile de répondre depuis temps blanc. Mais comme je vous ai dit dans ma première prise de parole, je vous ai dit que ce n'est pas un problème camerounais, c'est un problème qui est humain, il est universel. Vous voyez, j'aime prendre un exemple. Chez nos ancêtres, les Gaulois, entre guillemets, qu'on aime bien les copier, vous vous souvenez que M. Sarkozy, pour être mis en examen dans une affaire de financement illégal de sa politique en 2007, a dû attendre que le régime change en France, au point où, c'est-à-dire que c'est sous Hollande, qu'on vient l'accuser, on le met en examen, et il accuse ceux qui le mettent en examen de manipuler, c'est-à-dire que de tenir les leviers de la justice pour éliminer un politicien, un adversaire politique. Vous voyez, vous vous souvenez de l'histoire de Mme Lagarde, qui normalement aurait dû être incarcérée, mais elle ne l'a pas été simplement parce qu'elle est parmi les puissantes. En fait, la justice, ça marche comme ça. Ceux qui ont vous légitimez ces pratiques? Non, je ne légitime pas. J'en viens, je ne légitime pas. Je suis en train de vous décrire, moi je sors du sentimentalisme, hein. Je suis en train de vous décrire ce qui se fait. Je vous dis ce qui se fait. Et je vais même aller plus loin. Regardez ce qui se passe aux États-Unis quand il faut nommer un juge à la Cour suprême. Qu'est-ce qui se passe entre les démocrates et les républicains? On cherche chacun à nommer un juge à sensibilité démocrate si on est un président démocrate, ou on cherche à nommer un juge à sensibilité républicaine si on est président républicain. C'est pourquoi on pense au procès. D'accord? Donc, en fait, la justice a des défis énormes, d'abord face aux politiciens, en plus face aux pressions financières. D'accord? Et dans notre cas, vraiment, donc, tout ce qu'on est en train de dire... La politique et les pressions financières expliquent les écarts dans la façon de rendre justice au Cameroun? Non! Non, ça, je suis à l'international. Je ne suis pas encore là. Ne me faites pas... Bon, je sais que le rôle, vous, les journalistes, c'est de nous faire dire des choses. Mais ce n'est pas ce que je suis en train de dire. On est au Cameroun. Je reviens dans le cas du Cameroun. L'indépendance de la justice en question. Dans le cas du Cameroun. Qu'est-ce qui, selon vous, explique les écarts dans la façon de rendre la justice au Cameroun? Dans le cas du Cameroun, il y a malheureusement comme... bref, il y a des éléments que je ne voulais pas... Je veux pas lesquels, M. Abama? Mais je voudrais dire que le sentiment, une fois de plus, je m'appuie sur le sentiment du citoyen lambda, le sentiment que le citoyen lambda... Dans le vôtre, puisque vous êtes également citoyen. Voilà. Le sentiment que le citoyen lambda a, c'est que, en fait, sur le terrain de la justice se jouent un peu quelques luttes d'influence. Ouais. Vous voyez? Et c'est un sentiment que le gouvernement doit travailler à vite faire reculer.
Donc en fait, à l'international, les pressions politiques, les pressions financières, bien sûr, expliquent les écarts dans la façon de rendre justice. Pas les écarts, non, pas les écarts. Au Cameroun, explique c'est les batailles d'influence. Explique les difficultés auxquelles la politique, la justice fait face. Et même ailleurs, on peut aussi appeler ça bataille d'influence. D'accord? Selon la position que vous avez dans un appareil, il peut arriver qu'on influence si vous savez au nom de la politique. Donc, il faudrait que, pour moi, vraiment, la justice est au cœur de notre vie sociale. Pourquoi? Parce que, c'est à partir de la qualité de notre justice qu'on peut attirer les investisseurs. Il ne faudrait pas qu'à l'international, les gens se disent « j'ai peur d'aller investir au Cameroun ». Pourquoi j'ai peur d'aller investir au Cameroun? Parce que je peux aller, il y a une histoire et ça tourne ici. C'est pour ça que je prie vraiment que le gouvernement essaie de reprendre la mesure. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure autour de la table, et tout n'est pas pourri, hein, parce que dans ce circuit-là, vous allez trouver de très bons magistrats. Voilà. Vous allez trouver de très bons magistrats dans ce circuit-là qui rendent effectivement la justice. Vous voyez, vous allez trouver même au niveau des OPJ dont on parlait tout à l'heure, les OPJ, vous allez trouver certains qui font leur travail. Tout n'est pas mauvais. Sauf que jusqu'ici, ce qui est bon n'est pas assez suffisant pour que le Camerounais lambda ait le sentiment que la justice est à côté de lui. Et c'est ce que nous parlons d'abord pour le Camerounais lambda, en plus pour les investisseurs. Il faut qu'il y ait de l'argent dans notre pays. Et pour que l'argent arrive, il faut que les investisseurs viennent. Il faut même que les Camerounais aient le courage, parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ont de l'argent en banque. Ils n'osent pas lancer un projet parce qu'ils se disent « Ah, si je lance un projet et que ça capote, est-ce que je pourrais résister si on est au tribunal? Ça ira dans quel sens? Est-ce que il faut qu'on essaie de doter cette pensée-là des Camerounais, qu'on essaie de doter cette pensée de ceux qui sont à l'extérieur et qui sont intéressés par la destination Cameroun pour qu'ils nous apportent de l'argent ici. Et vous savez que nous apportons de l'argent, ils nous apportent de l'emploi. Donc une fois de plus, vraiment, on doit travailler là-dessus. Sur la même question, qu'est-ce qui explique selon vous les écarts dans la façon de rendre justice au Cameroun? Moi, je vais revenir sur ce que j'ai dit précédemment. Il faut regarder. Il va même parler des batailles d'influence. Oui, la macrostructure. Il a parlé de et Sam a bien fait tout à l'heure Sam Sévérin a bien fait tout à l'heure de pointer, de toucher du doigt le fait que le président de la République du Cameroun est encore le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est un problème. Je veux dire, il est quelque part juge et parti, parce que si on veut préserver un certain équilibre, si on veut préserver un contre-pouvoir, on ne peut pas lui donner en même temps le pouvoir alors qu'on veut qu'il y ait à quelques moments un arbitre pour dire tu es allé. Donc, j'en appelle à une réforme des institutions. Dans ce sens-là, il faut consolider le pouvoir de la justice pour lui donner plus de moyens d'agir et de rééquilibrer le jeu démocratique. Si le jeu est rééquilibré, en même temps, il y aura un effet de contamination au niveau beaucoup plus bas que M. Abama évoquait tout à l'heure. Alors, pour sortir de l'émission avec vous, quels sont les mécanismes qui devraient justement garantir l'indépendance de la justice et l'impartialité des juges? Oui, non, c'est très simple. Il faut que tout le monde convienne de ce que nous voulons avoir un état de droit et une justice réellement indépendante. Ça veut dire, comme il vient de le répéter, je peux le paraphraser, il faut éviter de conserver la magistrature, le Conseil supérieur de la magistrature entre les mains du chef de l'État. Donc c'est vraiment une refonte totale de cette institution-là dont on a besoin. Parce qu'il va bien falloir qu'on arrive à faire en sorte, comme monsieur l'a rappelé, que le chef de l'État lui-même fasse l'objet d'interpellation ou bien de poursuites judiciaires finalement. Or, dans le cas actuel des choses, c'est complètement inimaginable. Il n'y a aucun magistrat de la place qui peut intenter une action publique en direction du président de la République du Cameroun. Je voudrais rapidement revenir sur le cas des OPJD. Je crois que dans la plupart des cas, ils ne font pas bien leur boulot. Parce qu'aujourd'hui, pour aller faire une interpellation, je sais pas trop, c'est aux justiciables qu'on demande de payer les frais de taxi. Parfois, on vous demande de fournir votre propre véhicule pour aller peut-être mener une action dans le quartier. Et vous allez les voir, ils sont très enclins, parce que moi j'en sais quelque chose, à se mobiliser manu militari lorsque peut-être quelques avantages colossaux leur sont déposés sur la table. À ce moment-là, vous les voyez finalement constitués des équipes solides pour aller attraper des personnes ou des personnalités. Non, il faut que le code de procédure pénale soit respecté à la limite, en règle. Je crois que si on ne peut pas arriver vraiment à la magnificence de la règle de droit, on est bien mal parti. Une nation ne peut pas se bâtir comme ça. Donc les magistrats doivent savoir qu'ils ont en leur main le destin même d'une nation, les existences, ils gèrent les libertés des gens. Et c'est quelque chose de fondamental, parce que vous pouvez briser des destins, parce que moi j'en connais qui sont brisés aujourd'hui par la faute de décisions légères, teintées de corruption.
C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Alors, il va falloir aller revoir même, j'allais dire, les conditions d'incarcération. La surpopulation carcérale aujourd'hui au Cameroun, elle n'est pas humaine, elle n'est pas humanisée au Cameroun. C'est un chantier sur lequel le garde des Sceaux est passé complètement à côté et il a régulièrement été interpellé là-dedans. Il va falloir redéfinir le rôle et l'action des huissiers de justice et de tous les auxiliaires qui font partie du corps judiciaire aujourd'hui. Parce qu'on parle seulement des juges et autres, mais il y a aussi tous ces auxiliaires-là, y compris même jusqu'aux greffiers qui étaient en train de vouloir mener une grève depuis quelque temps. Tous ces corps-là doivent être refondés. Le travail n'est pas fait au cœur du corps judiciaire camerounais aujourd'hui. Et c'est pour cela que, finalement, je sors par là, l'État camerounais a besoin d'être dépoussiéré et rénové. Et ceci ne pourra arriver qu'avec une nouvelle république. Et là encore, je vais questionner et convoquer la règle de droit. Il va bien falloir qu'au niveau des mécanismes de dévolution du nouveau pouvoir, qu'il y ait le respect des prescriptions qui sont contenues dans la Constitution d'abord, mais également qu'au niveau du code électoral qui est là, qui est désuet, qu'il y ait véritablement une réforme pour qu'on aille vers le pouvoir dévolu au peuple camerounais qui décidera du choix de ses dirigeants. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, toujours à l'intention de cette justice-là, qu'elle ne soit pas également, et je sors par là, en train de vouloir se laisser instrumentaliser contre les leaders politiques. Comme on a vu au Sénégal avec l'actuel chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, qui n'a eu de cesse d'emprisonner et d'intimider les leaders politiques, l'ancien maire de Dakar, M. Khalifa Sall, et aujourd'hui M. Ousmane Sonko, avec des choses qui sont véritablement intolérable sur le continent africain. Pour le cas du Cameroun également, nous avons espoir qu'on va nous laisser continuer à mener notre action publique. On viendra toujours à la télévision avec la même liberté de ton, c'est déjà une avancée. Et on sera sur le terrain également mener des actions pour que le Cameroun puisse ressembler à une véritable nation dont tout le monde pourra être fier. Merci Sam Sévérin Angot d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Merci également à vous Yves Baba. Je vous ai dit à l'entame de cette émission qu'entre vous deux ça... Merci Yves Baba. Oui, merci d'avoir été sur le plateau. Voilà, avec Sam Sévérin Angot. Bien sûr, c'est bien quand c'est viril. Merci également à vous François. Merci. Moi, je suis très content d'avoir retrouvé Sam Sévérin, que je n'avais pas vu depuis de nombreuses années. Oui. Moi, juste une virgule, je crois que je vais le réitérer ici, le fait pour le MRC de ne pas être allé à ces élections législatives nous a privé... Ils vont vous insulter sur les réseaux sociaux. Je dis les choses comme je les pense. Nous a privé de la force d'argumentation, de la force, de la percussion d'un monsieur comme Sam Sévérin. Il y en avait d'autres qui auraient pu animer le jeu politique au Cameroun. Michel Doki, Célestin ils étaient très nombreux. Bibou Nissa. Il n'est pas tard, ils peuvent s'amender et puis les prochaines échéances. Parce que si vous n'allez pas aux élections, il faut que vous nous présentiez le président, vous n'allez pas aux élections, vous faites quoi? Le président du MRC l'a bien dit lors d'un passage à la télévision. Le MRC ira dorénavant aux élections parce que c'est la vocation c'est confirmé cette fois-ci. C'est la vocation d'un parti politique, encore que le MRC n'était pas sur ce plateau. Vous n'êtes pas également militant du MRC. Donc il est assez proche quand même. Non, pas du tout. Je prends mes positions, sinon je ne prendrai pas ces... Merci. Je réitère ce que j'ai dit. Il faut que dans ce pays, il y ait des zones grises où des gens puissent s'exprimer librement sans qu'on ne les tense d'appartenir. Mais il y a aussi un autre problème avec vous, qui avait une seconde. Il y a un autre problème avec vous qui tenez ce discours, parce que quand vous dites les zones grises, c'est bien, hein? Sauf que vous êtes combien? Vous parlez quand? À un moment donné, il faudra que les personnes qui sont à même d'écouter de part et d'autre prennent un peu plus de volume sur la place publique. Bon, moi, je suis très surpris. C'est aujourd'hui que je vous rencontre sur ce plateau. Je vais quand même vite. Je vais pas non plus. Et je vois là que vous avez un bouquin sur le sport. En fait, ce serait bien que non, lui, la spécialiste, ce soit votre émission. Ce serait bien que la politique... on ne peut pas avoir une scène politique sans médiateur. Et peut-être que vous, d'autres aussi qui ne sont pas encadrés pour être ces médiateurs. Merci également à vous Yves Abama, merci à vous d'être venu François Odika, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera 20h30, demain lundi lorsqu'il sera 13h30. On se retrouve très vite sur les antennes de Spectrum Télévision si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche.